déjeunons tranquillement. On m'a informé qu'il y avait des écrans dans la salle du goûter là-haut. Donc forcément, les gens nous regardent de plus en plus nombreux via ces caméras. Donc voilà, nous allons reprendre par une séquence sacrément dense. Parce qu'il y a des messages qu'on croit entendre tous les jours. C'est un peu limite du rabâchage. Et puis finalement, on s'aperçoit que c'est un peu nos bulles de filtre qui fonctionnent. C'est que finalement, il n'y a que nos sphères proches qui l'entendent ce message. Nous sommes tous acteurs de notre consommation. Notre porte-monnaie nous rend citoyens, nous rend acteurs de notre consommation. Et puis il y a quelque chose d'autre à bien savoir, c'est que nous sommes les reines et les rois du oui mais. Nous avons un impact environnemental important quand nous achetons des vêtements. Oui, mais pourquoi on m'en propose toute l'année, d'aussi bonne qualité, neuf, à ce prix, bref. Nous avons un impact sociétal, humain, colossal quand nous jetons nos fringues une fois que nous devons passer à la taille au-dessus. Oui, mais bon, après tout, c'est à l'État de légiférer, c'est à l'Europe de réglementer. Et si le consommateur était aux commandes de sa consommation ? Nous allons parler de ce mot sacré de consommation. Quand il n'y en a pas, rien ne va plus. Et quand il y en a trop, rien ne va plus. Et pour en parler avec moi, je demande au journaliste et essayiste Jean-Laurent Casselli de me retrouver pour une séquence qui permettra peut-être de remettre un petit peu les points sur les i. Alors Jean-Laurent Casselli, bonjour. Bonjour. Je l'ai dit, vous êtes journaliste essayiste. Nous avons une mission là. On doit mettre des points sur les i. Oui, j'ai entendu ça. En coulisses. relevez... Ouais, ça m'a mis la pression d'ailleurs. Bon, super. Ouais. Oh, mais très bien, très bien. Il faut bien qu'on soit tous au même niveau. Donc vous êtes d'accord, vous relevez le défi. Est-ce que vous êtes joueur ? Alors oui, allons-y. Bon, on va démarrer par un jeu. Volontiers. Alors, on démarre par un jeu comme on fait depuis ce matin. Une question que je vous pose, amis internautes. En 2022, quel est le pourcentage de personnes ayant eu le sentiment d'avoir changé leur façon d'acheter, d'utiliser et de jeter ses vêtements, chaussures et linge de maison ? Top, vous répondez. Vous, dans la salle, on fait à main levée. Est-ce que vous pensez que c'est plus 48% ? On lève la main, 48% ? Ah oui, alors la question est longue. Ah ouais, quand même. Allez, 13%, 14,5%. Allez hop, 14,5% disent que c'est 48%. Est-ce que c'est plutôt 58%, le pourcentage de personnes ayant le sentiment d'avoir changé leur façon d'acheter ? Moi, je veux dire 58 aussi. 58%, pardon, vous dites ? ouais. Ah ouais, très bien, super. Bon, 58%, dont Jean-Laurent Casselli. Je ne connais pas la réponse. Et 68% ? 68%. Ouais, donc j'ai envie de dire que dans la salle, c'est plus 58%. Et quelque chose me dit qu'on va bientôt avoir le résultat des internautes, mais c'est assez proche. Vous êtes assez... Ouais, 58%, 35%. Alors, sur Internet, on est plus, a priori, on dirait plus que c'est 45%. Dans cette salle, on va dire que c'est plus 58%. Et la bonne réponse est 58%. Bravo à tous, on peut s'applaudir, oui. Ça remet un peu les choses. Et c'est un chiffre qui est issu du sondage OpinionWay pour Refashion que vous pouvez retrouver. Les résultats de ce sondage, vous pouvez les retrouver sur le site de Refashion. Bon, la question, le jeu, on a fait. Posez vos questions d'ores et déjà. C'est un vrai dialogue, une vraie conversation que nous allons mener. Jean-Laurent, vous êtes spécialiste des modes de vie et de consommation. Vous avez notamment publié La révolte des premiers de la classe chez Arché Éditions il y a quelques années. Vous participez régulièrement à des dialogues publiés par la Fondation Jean Jaurès, comme par exemple « J'ai piscine, la France heureuse ». Moi, je trouve ça super. Pas forcément d'avoir piscine, mais... C'est un texte sur les piscines, d'ailleurs, elle est française. J'aurai peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Je pense qu'on va forcément faire des liens. Et puis, vous êtes l'auteur avec Jérôme Fourquet de La France sous nos yeux, dont nous voyons justement l'image ici à l'écran. La France sous nos yeux, c'est un gros travail, tiens. On peut commencer par là. C'est un sacré travail d'avoir analysé comme ça le panorama de la France. Oui, c'est un livre qui est né d'une envie qu'on avait, mon co-auteur et moi, de raconter en fait le nouveau paysage français, la société française, telle qu'elle était sortie de 4 décennies en fait, de transformation. Pourquoi démarrer dans les années 70-80 ? Parce que de manière un peu narcissique, c'est la France dans laquelle on est né et on a grandi. Et on avait l'impression que depuis les fameuses 30 Glorieuses, en fait, il n'y avait pas eu, personne n'avait vraiment relevé le défi de raconter comment la société française avait changé. Et ce livre est paru donc il y a un an, quasiment jour pour jour, début octobre 2021.
donc avant une élection majeure, l'élection présidentielle et la séquence législative. Et c'est un peu une tradition, on va dire, dans l'édition française de proposer un regard sur les Français et sur la France et son évolution tous les 5 ans avant une échéance majeure. Et c'était un peu le pari de ce livre. Voilà. Et depuis 1 an, on vous voit tous les deux, vous êtes partout. Vous enchaînez, c'est comme un roadshow. Oui, on se partage un peu le terrain. Donc quand il y en a un, c'est pas l'autre, en fait. Vous nous voyez rarement tous les deux. Mais c'est vrai qu'on est très heureux parce que le livre rencontre un écho auprès des professionnels, d'ailleurs, de différents secteurs, parce qu'on est un livre qui parle beaucoup, je dirais, de manière assez concrète de la vie quotidienne des Français. Vous avez évoqué les piscines, on parle beaucoup du pavillon individuel, de l'étalement urbain, de la question des mobilités, des loisirs, mais à chaque fois d'une manière qu'on espère incarner. D'ailleurs, je vais peut-être dire un mot sur la méthode du livre. C'est un livre qui est assez dense comme ça, qui peut avoir l'air d'être plutôt académique et sérieux. En fait, on l'a voulu à la fois sérieux, sourcé, documenté. Il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de cartographie. On a travaillé sur les cartes, parce qu'on est tous les deux un peu de formation géographique, mais on avait aussi à cœur que ce soit un livre agréable à lire. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de terrain, il y a beaucoup de descriptions assez précises, il y a beaucoup de références tirées à la pop culture. Par exemple, on est des grands fans des émissions de Stéphane Plaza, donc voilà, il y a plein de passages sur les émissions d'M6, recherche, appartement ou maison, et donc voilà, on essaie aussi d'attraper les évolutions de la société française par ces petites choses qui ont l'air anodines, mais qui en disent aussi long sur nos modes de vie. Et je pense que la consommation et le retail, comme on dit, fait partie justement de ces entrées qui font un petit peu l'originalité du bouquin, quoi. Après, il n'y a pas de secret, c'est quand même le livre de l'année, selon le magazine Lire, qui fait a priori référence. On est très fiers parce que c'est une récompense qui a été donnée, je crois, à Michel Houellebecq et à beaucoup d'auteurs. C'est plutôt des romanciers en fait qui l'ont et qui sont distingués par ce titre. Et là, je pense qu'il y avait l'idée de récompenser un livre qui est, encore une fois, qui a un fond qui raconte des choses sur le fond, mais qui a aussi une forme, on va dire, un peu assez originale, assez narrative. En tout cas, c'était ça le pari du livre, quoi. Ça montre peut-être également, c'est comme un signal faible finalement, ça veut dire qu'il y a une appétence pour ces sujets et il y a une envie de prendre un peu de recul, d'analyse, quoi, en tout cas. Oui, et puis il y a l'envie aussi, si vous voulez, d'être, je dirais, au bon niveau d'analyse, parce que souvent, quand là, en ce moment, on reparle beaucoup de pouvoir d'achat, d'inflation, on va avoir beaucoup, par exemple, de macroéconomie, de géopolitique, c'est tout à fait intéressant. Je regarde BFM religieusement, avec plein d'experts qui passent. Mais c'est vrai qu'on on essaie aussi d'être peut-être un peu plus proche de la vie réelle, j'allais dire, de la vie quotidienne, d'être un peu dans l'ethnologie de la consommation, du quotidien des Français. C'est ça aussi un peu qui fait notre patte, qui fait notre originalité, je dirais. Ouais. Alors, on va poursuivre un petit peu sur cette trace, justement, que vous avez commencé à installer avec La France sous nos yeux. C'est un exercice pas évident, ce que j'ai envie de vous demander à faire. On va le faire vraiment sous forme de conversation. Est-ce que vous pouvez nous aider à dresser un panorama de notre consommation en 2022, en gros? Alors j'imagine qu'on part d'il y a longtemps pour expliquer maintenant. Et puis après, on essaiera de se projeter en 2050. Tiens, ça vous va comme exercice? C'est parfait. C'est tout ça, c'est à peu près ce que j'avais prévu, donc ça tombe plus bien. Ça veut dire que c'est un peu préparé, c'est super. Alors, par quoi on commence? On va en faire dans l'ordre chronologique. On va repartir de notre point de départ. Peut-être qu'on peut passer au slide suivant. Merci beaucoup. En fait, vous l'avez compris, notre point de départ, notre matrice un peu originelle, c'est les 30 Glorieuses, parce que c'est pour beaucoup de Français une période à laquelle on associe un imaginaire, une nostalgie parfois refabriquée pour celles et ceux qui ne l'ont pas vécu. Mais en tout cas, c'est une période que tout le monde identifie comme une période de progrès social, économique, de croissance, avec aussi l'installation d'un certain nombre de grands thèmes, liés au mode de vie, de certains objets iconiques comme la voiture, c'est la reconstruction d'après-guerre, donc c'est aussi les grands ensembles, et puis plus tard le logement, la maison individuelle, les zones pavillonnaires, et puis c'est aussi les 30 Glorieuses, forcément, la grande consommation, la consommation de masse, avec l'arrivée des distributeurs. Vous savez que la France est un des champions mondiaux de la grande distribution, avec des formats, peut-être le format iconique parmi tous que j'ai mis ici sur le slide, qui est l'hypermarché, un des premiers hypermarchés Carrefour. J'y reviendrai, et je dirais que cette séquence des 30 Glorieuses qui s'achève dans les années 70, il y a une sorte de longue traîne en fait qui arrive jusque dans les années 80, et un sociologue qui s'appelle Henri Mindras avait parlé à ce propos de ces années, des années 60 et 80, de moyennisation. La société française, disait-il, s'était moyennisée. Et en fait, comme il aimait bien aussi, lui, les images un peu impactantes, il parlait de la toupie
que je vous ai représenté, la toupie de Mindras, qui est en fait une manière de représenter la société française avec donc le ventre arrondi de la toupie qui englobe un vaste corps de classes moyennes. Et dans ces classes moyennes, il mettait à la fois les ouvriers qualifiés, les professions intermédiaires, les enseignants, mais aussi les cadres supérieurs du privé. Donc voilà, une définition assez large, mais ce qu'il disait, c'est pas qu'ils étaient tous les mêmes et qu'ils avaient tous le même salaire. Il y avait des différences de revenus, évidemment, mais il y avait quand même une certaine homogénéisation des styles de vie, notamment dans la consommation, et notamment avec un exemple assez célèbre dans son livre qui était le barbecue. Voilà, il parlait du fait que dans les années 80, vous alliez dans une villa de la Côte d'Azur avec piscine ou dans un petit pavillon ouvrier de banlieue, toutes ces familles, en fait, dans toutes leurs différences, quelque part communiaient dans le rite du barbecue. Voilà. Et il n'avait pas fait polémique à ce moment-là, j'imagine. Ah non, ça avait été très bien accepté, effectivement. Non, il n'est pas passé à la matinale de France Inter pour s'expliquer quelques jours après. Tout allait bien. Donc voilà, c'était un petit peu on va dire, l'analyse qui faisait autorité à l'époque, et puis de cette période, de cet idéal de moyennisation. C'est aussi un récit qu'on se fait évidemment dans les années 80. Les gens qui ont vécu savent que tout n'était pas rose, il y avait déjà des inégalités sociales, et tout le monde n'allait pas faire ses courses et remplissait pas son caddie avec les mêmes produits. Mais en tout cas, cet emblème de l'hypermarché que j'ai choisi pour introduire la séquence sur la consommation et son évolution, il est assez emblématique parce que c'est un format généraliste, générique. On trouve de l'alimentaire, des biens d'équipement, des vêtements. On avait dit que c'était un magasin qui renfermait un peu tout sous le même toit. Et donc, il y avait cette idée qu'il y avait tous les produits, mais aussi toutes les clientèles, un peu tous les types de Français. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est, pour moi, assez iconique et assez lié à cette figure centrale que sont les classes moyennes. Et en fait, ce que nous, on raconte dans le livre, c'est ce modèle-là, évidemment, n'a pas disparu. Si vous regardez les parts de marché, vous allez voir que l'hypermarché, c'était, je crois, 60% des Français le fréquentaient, ou 70% dans les années 2000. Aujourd'hui, c'est encore de l'ordre de 42%. Enfin bon, je veux dire, c'est un peu l'ordre de grandeur, donc ça reste très dominant. Mais il y a quand même, la société française est quand même travaillée par une forme de démoyennisation, c'est-à-dire une forme de segmentation des populations, des classes sociales, qui se traduit justement par une spécialisation des circuits et des formats de consommation. Et ça veut dire que la toupie Exactement, s'affine. la toupie s'affine, se rétracte, et pour prendre une autre image, elle devient plus ou moins un sablier. En tout cas, elle tend vers le sablier avec des catégories populaires en bas, des catégories supérieures en haut, et de moins en moins de moyens entre les deux. En tout cas, si on reste sur notre analogie des modes de consommation, peut-être qu'on peut avancer sur la slide suivante. Voilà. En fait, ce qui se passe à partir des années 80, c'est que, d'ailleurs, c'est assez ironique de constater qu'à l'époque où Mindras parlait du barbecue, Lidl et Aldi arrivaient sur le marché français, donc les premiers discounters allemands arrivaient en France et commençaient à parler à une population en déclassement qui avait du mal à suivre en fait en termes de pouvoir d'achat. Et ça, c'est un premier axe de démoyennisation, voilà, par le bas, comme on l'appelle, c'est-à-dire le fait que cet hypermarché un peu générique a été concurrencé par le bas, par des gens qui sont arrivés avec des prix très bas, avec aussi une autre manière d'agencer les magasins. Et donc là, on a commencé à avoir un signe de l'évolution des modes de consommation. Et puis, il y a, je l'ai dit avec cette analogie du sablier, il y a une autre partie de la population qui est plutôt montée en gamme, qui s'est plutôt élevée en termes de niveau de vie aussi, d'aspiration et de style de vie. Et puis, je dirais que peut-être la marque enseigne un peu emblématique de ça, c'est Monoprix, parce que c'est l'enseigne des grandes villes, qui était encore une fois un de ces grands magasins un peu généralistes une génération avant, et qui s'est spécialisé en fait à la fois sur le plan territorial et puis sur le plan de la clientèle. Voilà un petit peu le schéma à grands traits de la démoyennisation. Et puis il y a un troisième aspect qui, moi, m'intéresse beaucoup, sur lequel on va zoomer aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait la démoyennisation par le côté. Alors c'est le fait de gens qui ne vont plus à l'hypermarché et qui n'ont pas remplacé ça, par exemple, par de la fréquentation d'enseignes bio ou par du low cost, mais qui vont plutôt soit déconsommer, soit consommer dans des boutiques, des épiceries locales, avec du vrac, des bocaux, des cagettes. Enfin, vous voyez le type de boutique. On se le représente bien là sur l'image. Et c'est vrai que cette démoyennisation par le côté, elle pose un défi à la société de consommation. C'est qu'en fait, elle vient la travailler, encore une fois, par le côté, en disant, voilà, c'est pas qu'on veut consommer moins cher ou plus et plus cher, on veut consommer différemment. Voilà, on veut aborder d'une autre manière, en l'occurrence, la distribution alimentaire. Voilà, c'est ça. Et c'est là que la montée des alternatives
peut être intéressante avec le parallèle qu'on pourra faire évidemment avec le textile et le prêt-à-porter. Mais peut-être pour finir sur l'alimentation, et après j'arrête de vous gonfler avec ça, je trouve qu'il y a une illustration qui est assez parlante en fait, et qui est assez forte de cette fragmentation, c'est la boulangerie. En fait, la boulangerie dans les années 90-2000, c'était, et c'est encore pour la plupart d'entre nous, un petit artisan indépendant, boulangerie Banette, baguette une baguette de tradition, on voit tous le truc, avec une baguette, un produit relativement homogène sur tout le territoire, et avec peu de spécialisation de gamme. Et puis depuis quelques années, on observe quoi? On observe deux phénomènes qui illustrent selon moi cette idée de double démoyennisation par le haut et par le bas. L'arrivée sur le marché de la boulangerie, en fait, d'enseignes de périphérie, ce que j'appelle les boulangeries de rond-point aussi, qui sont des boulangeries de grande capacité, avec parking, dans les zones commerciales périphériques, alors que pendant longtemps, la boulangerie était restée dans les cœurs des villages, dans les quartiers urbains, donc c'était un des derniers commerces qui était resté un petit peu à l'abri de l'étalement urbain, en tout cas de la périphérisation du commerce. Et là, je vous ai représenté des cartes qui sont issues du livre, qui montrent en fait la progression à gauche d'une des enseignes les plus connues de ces boulangeries, qui est l'enseigne Marie Blachère. Avec la progression, alors c'est en tout petit, je suis désolé, mais c'est juste un peu pour vous indiquer le mouvement de progression, avec des années 2000 aux années 2020, une enseigne qui naît dans la vallée du Rhône, je crois vers Salon de Provence, et qui progressivement en fait conquiert le territoire français, s'implante un peu partout, et puis un zoom sur l'agglomération de Toulouse, où vous voyez que les petits points rouges représentent ces boulangeries de périphérie de grande capacité, sont toutes situées autour de l'agglomération, dans les zones périurbaines, et vous avez dans le même temps un autre mouvement qui illustre plutôt la démonisation vers le haut, avec l'arrivée de boulangeries axées sur la naturalité, le retour de l'artisanat, du geste à l'ancienne, de l'approvisionnement en blé ancien ou cultivé en France. Et vous voyez que là, et qui sont plutôt d'ailleurs urbaines, qui vont plutôt s'implanter en centre-ville. Et donc voilà, vous voyez qu'avec cet exemple de la boulangerie, qui est quand même un des modes de produits de consommation vraiment iconiques et des commerces iconiques de la société française, il y a quelque chose qui s'invente et qui est en train de se détricoter, même si le modèle généraliste continue à être dominant, on va dire. Voilà pour ce détour assez long par l'alimentaire. Oui, mais qui est un bon parallèle. C'est aussi une clé de lecture de notre civilisation, tout comme le textile est une clé de lecture de notre civilisation. Exactement. Et je pense que l'alimentation a été première, en fait, a été pionnière en fait dans déjà l'arrivée de la grande distribution, puis dans l'arrivée de cette spécialisation un peu des formats. Et je pense que c'est un bon parallèle qu'on peut faire, c'est un bon modèle à étudier pour les autres secteurs aussi, parce que historiquement elle est arrivée en premier. Alors je voulais aussi vous parler, vous me dites, je continue. On y va. Oui, effectivement, je voulais aussi vous parler de... Je regarde le chrono, je me demande si c'est le temps qui reste ou le temps qu'on a déjà passé. C'est le temps que je gère. D'accord, ok. Je vous laisse avec votre chrono alors. Je continue. Mais il ne faut pas trop sortir de ça, quoi. Ça marche. Ok. Non, mais comme ça, j'accélère un petit peu. Alors, non, je voulais faire un focus sur un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé en lien avec la consommation. Cette fois sur non pas les enseignes, l'offre, mais plutôt la demande, qui est l'émergence en fait de tout ce qu'on a appelé l'alter-consommation, les consommateurs alternatifs, décroissants. Enfin, il y a plein de termes en fait qui désignent tous un petit peu la même chose. En gros, c'est les gens qui sont insatisfaits du compromis actuel de la société de consommation et qui veulent consommer autrement. Et en fait, je me suis arrêté sur j'ai mis plusieurs couvertures de livres, mais je voulais m'arrêter sur une sociologue en fait américaine qui est pas très connue parce que son livre n'a jamais été traduit, mais qui est vraiment excellente et qui, je trouve, a vraiment mis le doigt sur les évolutions de la société de consommation. Elle s'appelle Elisabeth Currid-Halkett, et en fait elle a vraiment renouvelé la sociologie de la consommation en expliquant que il y avait un nouveau segment en fait de consommateurs qui en fait était issu de la montée du niveau d'éducation générale. Et dans les grandes villes, dans les professions qualifiées, vous avez une nouvelle classe sociale, on pourrait dire une nouvelle catégorie, qu'elle appelle l'aspirational class, et qu'on a traduit, que moi je traduis par classe ambitieuse. Pourquoi ambitieuse? Parce que c'est une classe qui a l'ambition de devenir meilleure dans ses pratiques de consommation. Donc c'est une population qui est relativement aisée, enfin qui peut être relativement aisée, mais qui n'est pas définie avant tout par le critère des revenus, qui est plutôt définie par le critère de niveau d'éducation.
Et encore une fois, ça a des influences sur ces modes, ces manières de consommer, dans la mesure où c'est pas en fait, c'est une bourgeoisie alternative, on pourrait dire, urbaine, qui ne va pas consommer comme la bourgeoisie traditionnelle, qui, dans la sociologie de la consommation, c'était vraiment l'accumulation des biens matériels, voilà, le matérialisme, les grandes marques, les sacs griffés, les voitures de luxe, etc. On n'est plus dans cet imaginaire un peu bling-bling, on dirait, de la consommation. Pourquoi ? Parce que, notamment, les années de mondialisation ont permis à de vastes catégories sociales en Occident de profiter de l'accumulation matérielle, de profiter aussi des grandes marques, que ce soit avec le mastige ou avec parfois les imitations ou avec tout un tas de stratégies marketing. Et du coup, le pouvoir classant des marques, notamment dans le prêt-à-porter, a un peu baissé. Et finalement, cette catégorie sociale, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est pas qu'elle déconsomme, c'est qu'elle va aller chercher d'autres marqueurs sociaux de statut qui ne sont pas les marques, encore une fois, les marques de luxe traditionnelles, mais plutôt des objets qui ne sont pas forcément plus chers, mais qui ont l'air d'être issus d'un choix plus réfléchi, une marque comme Patagonia, comme Whole Foods, enfin voilà, il y a tout un tas d'exemples. On le voit à l'écran également, effectivement, quelques marques dont certaines sont passées tout à l'heure de voir. Oui, parce que ouais, voilà, exactement. Et là je voulais aussi insister sur la manière dont le marché a répondu à cette catégorie de consommateurs, qui est en fait, on pourrait dire aussi une alter-élite, c'est-à-dire une partie de l'élite sociale et culturelle qui est moins matérialiste, qui est moins, encore une fois, sur l'accumulation matérielle, et dont une bonne illustration a été donnée au printemps dernier par, vous savez, la révolte des jeunes étudiants d'AgroParisTech, dont on a énormément parlé, vu que je crois que la vidéo a été vue 14 millions de fois, enfin quelque chose comme ça. Et en fait, je vais vous citer un extrait de leur discours. Donc, il s'agissait de jeunes étudiants déserteurs, donc qui lors de leur remise de diplôme à AgroParisTech, école d'ingénieurs, annonçaient que finalement, ils n'avaient pas envie de suivre la voie de leurs aînés, de travailler dans l'agroalimentaire, dans des multinationales, du bâtiment, pourquoi pas du textile. Et en fait, donc l'une d'elles disait quelle vie voulons-nous ? Elle interrogeait donc cette vie-là, un patron cynique, un salaire qui permet de prendre l'avion, un emprunt sur 30 ans pour un pavillon, même pas 5 semaines par an pour souffler dans un gîte insolite, un SUV électrique, un Fairphone et une carte de fidélité à la Biocop, et puis un burn-out à 40 ans. Voilà, bon, c'est un peu de naïveté dans tout ça, mais en tout cas, il y a quand même, là, je trouve, le discours un peu à l'état pur de ce que pourrait être cette élite un peu alternative des modes de vie, qui est, encore une fois, qui a un référentiel un peu différent, et à laquelle, je pense, répond justement toute cette génération de petites marques qui sont générationnellement intéressantes parce qu'elles sont vraiment contemporaines de ces consommateurs-là. C'est en général, on a vu tout à l'heure Thomas Uriès, par exemple, de 1083, que j'avais interrogé pour l'étude dont je voulais vous parler. Et c'est vrai que c'est plutôt des millennials, on va dire, donc des gens des années 80-90. Et je pense que, enfin moi j'ai vraiment l'impression qu'ils ont créé des marques qui, de manière d'ailleurs tout à fait sincère, souvent, on a parlé aussi du slip français, répondent très bien à cette attente je dirais, non pas de casser la société de consommation, mais de la réformer, de la renouveler pour qu'elle soit plus en phase avec les valeurs d'aujourd'hui. Et ça veut dire que ça devient, vous parlez de marqueur, effectivement, de marqueur social, avoir un slip français, avoir un pantalon 1083, manger végétarien à la rigueur, alors que ça coûte peut-être moins cher même, ce sont des marqueurs sociaux et ça peut, du coup, si vous dites ça, c'est que ça peut générer des clivages. Je dirais qu'en fait, aujourd'hui, toutes ces marques ont en commun alors, il y a un terme très intéressant que vous avez cité tout à l'heure, vous avez parlé de bons élèves. Et dans la table ronde, on parlait justement des bons élèves de la société de consommation et du textile. Et en fait, c'est intéressant de voir qu'en termes de marques, les axes de stratégie en fait, de développement de ces marques soient celles de bons élèves qui s'adressent elles-mêmes à une clientèle qui est plutôt une clientèle très éduquée, plutôt urbaine. Et donc là, il y a vraiment, je trouve, un élitisme, mais dans le bon sens du terme. Il y a une avant-garde en fait, qui est en train de se mettre en place. Notamment dans le prêt-à-porter, dans la manière dont on parle, par exemple, de la fast fashion. C'est vrai que moi, j'ai l'impression que la fast fashion, c'est vraiment la malbouffe 20 ans après. Là encore, on peut tirer le parallèle avec l'alimentation. Le Rana Plaza, en 2013, l'immeuble qui s'effondre au Bangladesh, c'est à peu près l'équivalent en termes de choc médiatique des scandales de malbouffe alimentaire des années 90. C'est la vache folle des années 90. Voilà, c'est la vache folle du textile, on va dire. Et il y a la même prise de conscience en fait, d'une partie des consommateurs à ce moment-là. La fast fashion, enfin, je sais pas vous, mais moi, c'est un terme, ça fait quelques années que je l'ai appris. Il y a 10 ans, je sais pas, j'ai acheté un t-shirt, je vais pas citer une marque, mais enfin, de grande consommation, j'avais même pas conscience de comment on en arrivait là, à la fixation du prix. Aujourd'hui, les jeunes marques sont des marques qui communiquent. Je crois que vous avez parlé aussi avec Loom, en fait, oui. qui est très intéressante de ce point de vue-là. C'est une marque qui communique sur la construction du prix, en fait, et des chaînes de valeur, oui, et qui éduque le consommateur. Et c'est jusqu'à l'enveloppe. Quand on commande chez Loom, on reçoit une enveloppe en disant « cette enveloppe pollue ». Et
puis en gros, ils vous disent aussi, oui, ok, vous avez acheté un produit chez nous, mais en fait, peut-être que vous auriez mieux fait de ne pas le faire. Parce que ça pollue. Oui, mais il y a une pub très célèbre de discours, Patagonia qui placardait en fait ses manteaux en disant n'achetez pas cette veste. Et donc il y a finalement un discours aujourd'hui très paradoxal de cette partie un peu avant-gardiste de la consommation qui nous demande d'être de meilleurs consommateurs et notamment nous demande de déconsommer. Alors avec des choses très paradoxales puisque finalement si vous êtes affublé d'une veste Patagonia, on va se dire oh là là mon Dieu, cette personne est vraiment une avant-garde, quelqu'un à suivre. Et une consommatrice que j'avais interviewée dans cette étude m'avait dit mais de toute façon quand tu portes ces marques-là, tu as l'impression d'avoir une auréole sur la tête. Donc il y a vraiment cette notion de supériorité sociale, enfin de distinction sociale en tout cas. Ou le critère prix également. On a l'impression d'avoir une auréole ou alors d'avoir juste les moyens de l'acheter. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, je dirais que dans la consommation, dans la mode éthique, il y a peut-être deux barrières en fait, qui expliquent que ce ne soit pas aujourd'hui une mode complètement massifiée. La première limite, c'est le pouvoir d'achat, puisque alors, dans le livre, on s'était amusé, on avait fait un petit tableau en, fait, en comparant en fait, les prix de marques, on va dire, de la fast fashion, et que tout le monde connaît, et de marques éthiques. Et en fait, on se rendait compte que pour une robe, on avait un multiplicateur de 1 à 3. Pareil pour un pullover fait en Europe et non pas en Asie. Pareil pour des baskets ou pareil pour des sous-vêtements. Et donc, si vous partez du principe que vous avez besoin de plusieurs sous-vêtements quand même, disons d'une dizaine, c'est sûr que le prix d'entrée fait que, de fait, on est plutôt positionné sur du haut de gamme et sur une clientèle qui est à la fois consciente de sa consommation et qui a les moyens, je dirais, de son choix vertueux. Ce qui explique du coup que certaines marques préfèrent dire ce n'est pas un slip que vous achetez, c'est une histoire que vous portez, c'est un marqueur, c'est autre chose. Tout à fait, il y a ça aussi qui est très intéressant, c'est que dans ces marques-là, il y a vraiment la notion de marque éditoriale, dans le sens non pas où elle, comme l'a dit d'ailleurs Thomas tout à l'heure, c'est pas qu'elle storytell, c'est qu'en fait leur existence témoigne d'un engagement. En fait, là, vous savez, aujourd'hui, les marques ont des raisons d'être. Alors, elles s'achètent des raisons d'être après coup. Elles se disent, oh là, mais il faut qu'on trouve une raison d'être. Et en fait, ces marques, c'est l'inverse. En fait, elles ont une raison d'être et donc elles existent, quoi. Je trouve sévère. Elles se posent des questions déjà. Oui, non, bien sûr. Non, mais je taquine un peu. Ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant de voir qu'on a là une génération de marques, je dirais engagées, mais pas dans le sens militant, parce que c'est pas non plus, on n'est pas du tout on n'est pas non plus dans l'arène politique. On reste dans la société de consommation, mais à l'intérieur du magasin, du retail, on dit voilà, nous, regardez, on n'est pas comme vous, on se comporte différemment et on peut pointer du doigt les mauvais élèves. Et là encore, on va trouver, je pense, un parallèle avec l'alimentation. Le fait de manger moins de viande, de manger des légumes, de consommer local, etc. Et ce que je voulais dire aussi sur cet aspect mode éthique et la possible peut-être extension du périmètre de ces consommateurs, de ces clients, c'est qu'il y a une barrière de pouvoir d'achat, mais il y a aussi une barrière culturelle. Parce que le paradoxe, c'est que si par exemple on parle de la seconde main, c'est moins cher de recourir à la seconde main, de même que c'est moins cher de manger moins de viande que de continuer à en manger. Pardon. Mais le paradoxe, c'est qu'en fait, les populations qui adoptent ces manières alternatives de consommer auraient les moyens de continuer à consommer normalement, en fait. C'est un peu comme le vélo, si vous voulez, le vélo taffeur qui ne va pas acheter un SUV alors qu'il en aurait les moyens, là où le gilet jaune va se dire ah bah oui, j'aimerais quand même bien m'acheter un Duster, quoi. Voilà. Donc là, il y a une sorte de chassé-croisé des utopies. Et est-ce qu'il ne va pas y avoir un clivage, du coup? Parce que là, alors je ne veux pas en 2 minutes qu'on parle en 2050, voilà comment ce sera, mais il va se dessiner quand même quelque chose. Il va se dessiner peut-être un clivage de plus en plus fort entre ceux qui montrent du doigt, ceux qui essayent de changer, mais changer, ça va heurter les habitudes des autres, c'est compliqué. Je pense que là, on est dans un moment où, où c'est en train de se durcir parce que ça fait, si vous avez un peu suivi les débats politiques, pas uniquement sur le barbecue, mais c'est vrai qu'on a parlé de la fin de la maison individuelle et de l'étalement urbain, on a parlé avec la crise climatique et la hausse des prix de l'énergie de la fin de l'automobile, de la voiture thermique, on a parlé de la remise en cause aussi de certains régimes alimentaires, et tout ça, en fait, peut être très heurtant pour une partie de la population qui se dit mais attends, mais là c'est carrément mon mode de vie qu'on est en train d'attaquer, quoi. C'est même, voilà. Et c'est vrai que ça peut être. Alors un autre bon exemple pour revenir sur la mode éthique, c'est le boycott du Black Friday. Ouais. Vous parliez tout à l'heure des soldes, des ventes flash, tout ce système en fait un peu abrutissant en fait qui fait qu'on entretient le consommateur dans des faux besoins, on va dire, pour être un peu caricatural. On se rend compte qu'aujourd'hui les marques de la nouvelle génération éthique boycottent ostensiblement
ces opérations d'ailleurs en communiquant chaque année en disant non, ça c'est pas nous, on ne veut pas que nos clients finalement aillent chasser la promo et le prix bas parce qu'on sait quel système néfaste se cache derrière. Donc là aussi je pense qu'il y a une question de discours et d'éducation qui est à manier avec précaution. Parce que si je le transpose dans l'alimentation, dans le logement individuel, dans la mobilité, vous voyez bien à quel point ça peut être à la fois un atout, mais aussi un frein, en fait, à l'adoption plus générale de ces modes de consommation qu'on trouve tous, par ailleurs, vertueux, bons pour la planète, bons pour l'environnement, et voilà. Jean-Laurent, on est allé dans la rue, figurez-vous, et on va réagir dessus. Pas au fait que nous soyons allés dans la rue, ça, on fait bien ce qu'on veut, mais nous sommes allés recueillir des confidences de consommateurs. Je vous propose de regarder ce petit micro-trottoir, parce que c'est un micro-trottoir réalisé par Alexandre Molitor et Céline Cabourg, et puis on se retrouve juste après ça pour commenter. J'achète surtout quand il m'en faut. J'accumule pas des tenues et des tenues. J'achète pas vraiment beaucoup de vêtements parce que j'ai pas été habituée à acheter beaucoup de vêtements étant petite, mais je pense que ça vient aussi du niveau social. Je fais pas beaucoup les magasins, j'achète pas de vêtements, je pense une fois par an. Alors je pense pas être un gros consommateur de vêtements, j'ai plus tendance à garder des vêtements très longtemps jusqu'à ce qu'ils soient plus utilisables. Donc, je suis pas quelqu'un qui achète des vêtements très fréquemment, peut-être un pull ou deux par hiver mais grand maximum. J'achète peu de nouveaux vêtements, en général je me laisse habiller par ma femme, avec une fréquence que je juge pas excessive. Moi je suis pas une acheteuse énorme de vêtements, par contre j'achète dans les grandes enseignes quand j'en achète, et je dirais une fois par mois j'achète 2-3 vêtements, mais... Alors, je suis une grande consommatrice de vêtements. Après, cette année, j'ai pas forcément beaucoup acheté parce que j'ai beaucoup profité des soldes en fait sur le mois de juin-juillet qui était plutôt intéressant. En fait, je me suis calmée depuis quelques temps, mais avant j'étais une acheteuse compulsive. Je suis pas trop une grande acheteuse. J'achète pas régulièrement, sinon j'achète dans les grandes enseignes aussi. J'achète aussi sur internet. Pendant toute une période, j'achetais que de la seconde main. La seconde main, c'est bien, mais ça dépend des morphologies aussi. Et par exemple, pour les pantalons, moi, c'est très compliqué de trouver des pantalons à ma taille. Que du neuf. Que du neuf. Que du neuf. Ah oui, ça. Les friperies, moi, j'y vais souvent. Moi, ça dépend parce que je vais pas trop en friperie, mais la dernière fois, j'avais acheté une veste à 10 €, donc c'était cool. Plutôt neuf. Je me suis toujours habillée de seconde main en étant petite. Pour des questions de moyens financiers, mais aussi par choix. Principalement neuf, j'avoue que je suis pas encore trop dans le côté occasion. Après, je m'y mets de plus en plus. Après, ça va dépendre des pièces. Tout ce qui est entre guillemets plus basique, des t-shirts, des sweats, des jeans, ce sera plus du neuf. Non, moi les vêtements que je porte plus, je les donne dans la famille, tout ça qui apprécie parce que ils ont peut-être pas forcément les mêmes budgets, donc du coup ils sont contents de récupérer des pièces qui sont toujours bien, mais qu'on n'a plus envie. Simplement des choses dont on n'a plus envie, donc je préfère en faire profiter mes proches plutôt que de les revendre sur des sites, quoi. Si je vois que ça me va plus, je donne aux œuvres caritatives ou sinon je donne à ma famille, mais je jette pas. Je revends très peu de vêtements. Ouais, non, je les utilise jusqu'au bout. Je vais pas jeter des vêtements que j'ai payés, quoi. C'est rare que je revende parce que souvent ils n'ont pas ils n'ont pas la qualité pour être revendus, donc souvent c'est soit je les donne, soit je les mets dans des bennes. Il n'y a rien qui est jeté à la poubelle en tout cas. Alors moi, les vêtements qui sont corrects, je les emmène chez Emmaüs. Et puis ceux qui ne sont plus corrects, il y a des bacs quand même où on peut mettre les vêtements, où il y a des magasins qui reprennent les vêtements actuellement. Oui, il y a des articles que je n'achète plus. Ce qui vient d'Asie, ce qui vient fait par les enfants, je fais attention à ce genre de choses. Oui, maintenant, je peux plus ça. On fait beaucoup plus attention, on est beaucoup plus sensibilisés. Un peu, mais après, moi, personnellement, sans plus. Juste un peu comme ça, parfois. Alors j'ai eu une période où j'étais vraiment intéressée par ça, où je faisais super attention même à tout ce qui était chaussures, sacs, tout vêtements, accessoires et tout ça. Bien sûr, oui. Depuis quelques années, on se rend compte que la production est essentiellement délocalisée ou en Asie probablement. On essaye au maximum d'acheter des marques ou des vêtements qu'on sait être faits
le plus localement possible, mais c'est pas toujours facile. J'essaye de faire gaffe, mais après il y a d'autres critères qui rentrent en compte, genre les tailles. C'est pas toujours facile de trouver des vêtements grande taille qui soient éthiques et tout. C'est vrai que ça a un coût aussi. Et il y a eu un moment où j'avais pas d'argent, donc j'ai juste acheté ce dont j'avais besoin et pas forcément avec des marques éthiques ou en seconde main. Et oui, merci Céline, merci Alexandre pour ce sujet. Confidence de consommateur, un petit retour en quelques mots. Ouais, bah ça traduit ce qu'on voit souvent dans les études liées aux pratiques de consommation. C'est-à-dire que quand vous posez des questions, vous savez, d'opinion, comme on dit, c'est-à-dire est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire quelque chose pour le réchauffement climatique et tout, vous avez 97,3% de oui. Oui, c'est ça. Puis après, il y a ce que font les gens, quoi. Voilà, donc on est tous partagés en fait entre les idéaux et la pratique et souvent, ce qu'il faut rappeler aussi peut-être, c'est que vous avez une petite avant-garde dont j'ai parlé, qui va hyper conscientiser, qui a complètement basculé dans ses modes de consommation. Vous avez un ventre mou de gens qui s'en fichent. Voilà. Mais vous avez quand même tous ceux qui sont entre les deux. Voilà. Ouais. Et ce qu'on appelle dans l'alimentation, je refais mon parallèle un peu obsessionnel, c'est les flexitariens. Voilà. Ouais. Et vous, un peu, ce que vous cherchez, c'est les flexitariens de la fashion. Quoi. Ouais. Voilà, qui ne vont pas s'arc-bouter au modèle d'avant, qui ne vont pas non plus s'habiller uniquement en marque DNVB et tout, mais qui sont quand même sensibilisés et qui vont évoluer avec leur temps, avec leur époque. Et quand je vois ce micro-trottoir, c'est plutôt rassurant, parce que finalement, je vois plein de gens qui ont beaucoup de contradictions, c'est normal, mais qui ont aussi conscience des enjeux environnementaux, sociaux, et qui savent quand même que globalement, il faut faire quelque chose. Bon. Je vous ai senti assez joueur, Jean-Laurent, alors on va jouer. Allons-y. Voilà. On va jouer. Petite question. Les internautes, vous commencez à répondre. Parmi les solutions suivantes, quelle est celle favorisée par les Français pour donner une seconde vie à ces vêtements? Il y a eu un ou deux indices dans le micro-trottoir juste avant. Donc en ligne, vous répondez. Et puis dans la salle, alors, est-ce que, à votre avis, c'est vendre? On lève les bras. Enfin, ou pas, d'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord. Ouais. Mais vendre? Alors, une des solutions, Jean-Laurent, c'est vendre. Favorisé par les Français pour donner une seconde vie à ces vêtements. Est-ce que c'est donner? Il y a quand même une petite écrasante majorité autour de donner, Jean-Laurent. Est-ce que c'est réparer? Ben oui, forcément, c'est compliqué après de répondre les autres solutions. Est-ce que c'est louer? C'est intéressant, ça. Louer, c'est quelque chose qui émerge. Alors, vous savez, je ne veux pas casser l'ambiance, mais c'est vrai qu'au début d'Internet, il y a le mythe de la perceuse. Moi, je travaillais, comme tout le monde, sur les startups à l'époque. On disait, oh là là, c'est incroyable, cette startup qui loue une perceuse pendant 3 jours. Et en fait, on s'était rendu compte que les gens n'avaient pas recours à ces services parce qu'en fait, ils préféraient acheter une perceuse et ne pas demander à leurs voisins de l'emprunter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le coût social en fait, de l'interaction était tel que finalement, le truc qu'on loue, en fait, on l'a jamais... Je ne dis pas que ça n'arrivera pas, mais c'est vrai que finalement, les gens n'étaient pas si chauds que ça, en fait. C'est la force du oui, mais. On se raconte la petite histoire pour dire oui, mais il ne va pas l'entretenir comme moi je l'aurais entretenu. Voilà, oui, mais c'est pas vraiment donc il y avait quand même pas mal de gens qui continuaient à acheter une perceuse alors qu'on sait bien qu'on ne va pas s'en servir plus de 3 fois dans sa vie. Alors, les internautes, les internautes, 92% donnés, donc on est tous raccords. Sauf moi. On est tous d'accord pour ne pas être d'accord du tout avec vous. Voilà, moi je vais y aller, je suis désolé. Hein. Voilà, alors vous restez encore quelques minutes. Les Français, effectivement, à 83% préfèrent donner. Et ça se reflète pas mal dans le micro-trottoir. Allez, autre micro-trottoir, autour des 4 R. Vous pourriez me les citer, les 4 R, là, comme ça? Non, il faut que je regarde la vidéo avant, je pense. Alors, c'est réduire, réutiliser, recycler et réparer, bien sûr. Il y a quand même un 5e R qui a été pas mal donné dans le nuage de mots, on le reverra tout à l'heure, c'est repenser. On regarde ce micro-trottoir et puis on continue de réagir. Alors réduit non, parce que de base je consomme pas énormément. Aujourd'hui non. En fait j'aime trop ça. Et du coup non, je suis pas dans une réduction de consommation, enfin c'est pas un projet, non. D'accord. Je pense pas avoir réduit parce que comme je disais, je consomme pas énormément. Par contre, j'ai beaucoup plus conscience qu'aujourd'hui il faut réduire, il faut essayer plus de se tourner vers l'occasion, vers ou alors la consommation plus qualitative avec des produits qui sont peut-être plus français ou produits en Europe, Portugal, etc. plutôt que la fast fashion qui est en Asie. Non, alors
Alors premièrement, je ne sais pas coudre, je ne couds même pas à boutons, donc de temps en temps, j'ai des copines qui me le font. Ça dépend ce que c'est, mais un bouton, un machin, je vais le refaire, je vais le réparer moi-même. Un trou, ça dépend. Si vraiment j'aime le truc, absolument, je vais faire un effort, je vais le recoudre un petit peu. Mais bon, en général, ou alors je vais le couper, je vais faire un short quoi, si c'est un pantalon. Ouais. Oui, bah, par exemple, ce jogging, il y avait plein de petites peluches et j'avais vu des astuces pour les enlever et tout. Du coup, ça fait 3 ans que je l'ai, alors que j'aurais pu le jeter bien avant. Bah, moi, les trucs qui cassent le plus souvent, c'est sur les pantalons, les fermetures éclairs. Et du coup, bah, soit je change, soit je mets des boutons à la place et tout. Ouais, j'ai une grand-mère, donc oui, je lui passe. J'essaye, c'est difficile, Alors, mais moi, il y a ma grand-mère Moi, qui j'ai m'aide. 2 mains. Ouais, voilà, moi, ça va être ma mère, hein, parce que j'ai 2 mains gauches. Oui, parce que j'ai quelques enseignements de couture qui me viennent d'origine familiale, hein, donc j'aime bien revenir sur un ancien vêtement. Ma mère, elle coud, donc s'il y a un truc qui est cassé, je lui donne à réparer. Non, j'ai pas trop recours à la réparation. Je vois pas comment trop réparer un t-shirt, à part quand il y a un petit trou vite fait, mais pas plus que ça. Alors moi, j'ai la chance de ne pas faire de trous à mes vêtements, sinon je m'en débarrasse. Là. Non, ça, je répare pas. Je connais des choses, enfin, par exemple, il y a des trucs, on peut réutiliser des vieilles chaussettes, faire des éponges et tout ça. Je sais qu'on peut le faire, moi je le fais pas. Je réutilise énormément mes vieux vêtements. J'ai des vêtements que je porte depuis 40 ans, bon, parce que je le peux physiquement, j'ai pas trop changé. Mais il y a des vêtements que j'ai portés très très longtemps, même si après d'autres, je les ai éliminés beaucoup plus rapidement. J'ai un principe, c'est vrai que je suis pas forcément dans le recyclage, peut-être sur des pratiques très écolo, mais c'est ce que je dis à mes amis, je dis en fait si ça vous plaît pas, si ça vous va pas, ou pour X ou Y raison, surtout ne les jetez pas, en fait, essayez de le donner à quelqu'un d'autre de votre entourage, parce que je trouve ça vraiment dommage de jeter en plus des vêtements qui sont en bon état. Soit je donne à des amis quand j'en veux plus, ou sinon, si jamais il n'y a pas ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a des box où on met les vêtements dedans, et du coup, on met nos vêtements quand ils n'utilisent plus dedans. J'ai beaucoup de vieux manteaux qui appartenaient par exemple à mes parents, à mon père, etc., que je vais réutiliser. Une réutilisation un peu bête, mais rien en termes de chiffon, par exemple, ce genre de choses, pour faire le ménage derrière, ça va plus être ça. Recycler, oui. Je donne, ou alors je donne à des amis, ou alors à des organismes quand mes vêtements sont en bon état. S'ils sont pas en bon état, c'est vrai que je jette. Comme façon de recycler, bah, soit je les vends, ou des gens dans ma famille qui sont plus petits que moi, bah, ils les prennent pour quand ils sont plus grands, etc. C'est le plus courant, c'est de donner aux cousins, aux cousines et tout. Ouais. En général, je les donne dans les bacs là, de récupération. Je les jette pas, sauf s'ils sont vraiment pas portables. Je ne les jette pas si jamais il y a une possibilité qu'ils soient récupérés. Moi, je les donne à ma sœur. Ma mère, elle me donne ses vêtements aussi. Je n'aurais qu'un mot, si je devais avoir qu'un mot à donner, mais j'en aurais bien plus, c'est vive les grands-mères et vive les mamans. C'est... Hein, vous y avez pensé aussi. On ne le met jamais dans le business model, alors qu'en fait, les grands-mères sont très importantes. Elles sont extrêmement importantes. Alors, j'ai une petite précision utile quand même à donner. Les textiles et chaussures non réutilisables, non revendables, abîmés avec des trous, déchirés, tout ça, c'est pas à jeter. Il faut aussi les déposer dans des points de collecte. Il y en a plus de 45 000 en France. La liste quand même des 45 000 points de collecte est sur le site de Refashion. Et puis tout ça, ce sera revalorisé, ce sera recyclé. Donc c'est hyper important de bien le noter. Et je voulais juste remettre le petit graphique qu'on a vu ce matin. Les résultats du tri dans les 66 centres de tri en France et en Europe, on le voit, la réutilisation, c'est massif, pratiquement 60%, le recyclage 32%, et puis après, on arrive dans la valorisation énergétique, dans les CSR, les combustibles solides de récupération. Voilà, c'est important d'avoir comme ça toutes ces grandes données en tête. Jean-Laurent, il nous reste très peu de temps, mais je voudrais quand même qu'on... En gros, comment on pourrait sortir? Il faut qu'on sorte de là avec maintenant que faire? Qu'est-ce qui se passe maintenant? En fait, je pense que la question qui se pose, elle est sur le plan des imaginaires.
C'est-à-dire qu'une société de consommation désirable aujourd'hui, c'est quoi? On n'a pas encore répondu à cette question. Si vous regardez par exemple des influenceuses sur les réseaux sociaux, si vous regardez des clips de R&B, si vous regardez des formats pop extrêmement populaires, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir des jacuzzis, des piscines, des hôtels de luxe, des jets privés. Vous êtes très très loin de l'imaginaire éco-conscient alternatif dont on parle souvent quand on réfléchit à l'avenir de la société de consommation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une partie du monde populaire n'a pas été raccrochée à ce nouvel imaginaire. Et alors, donc, il reste une possibilité, c'est de la contrainte, mais on ne veut pas vraiment ça. Donc, pour emmener les gens en démocratie vers un autre rapport à la consommation, il faut, encore une fois, leur donner envie de le faire. Voilà. Et pas juste qu'on y voit de la privation, quelque chose d'ennuyeux, ou un ensemble de contraintes réglementaires ou sociales. Et je pense que c'est vraiment vers ça qu'il faut aller. Et donc, c'est le niveau des discours, le niveau des imaginaires qui est en question, et pas juste la question réglementaire, même si elle est très importante. Voilà, je pense qu'il faut y réfléchir à ce niveau-là pour avoir aussi des emblèmes, des rôles modèles, comme on dit, de la consommation alternative qui soient accessibles à tous et qui parlent à tout le monde. Qui ne soient pas forcément effectivement des influenceurs dans des pays très lointains, quoi. Tout à fait. Merci beaucoup. Un mot en re. C'est mon truc, moi. Oui, redéfinir justement les contours de la société de consommation et redéfinir un horizon désirable vis-à-vis de la consommation, que ce soit prêt-à-porter alimentaire et mode de vie de manière plus générale. Jean-Laurent Casselli, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous raccompagne, merci. Il est 16h45, à peu de choses près, me semble-t-il. Peu de choses près. Et si c'était la bonne heure pour dire stop? Pour dire stop à la consommation, halt, faut-il tout arrêter? Spoiler, non, on ne va pas tout arrêter, mais on a quand même besoin de repenser notre rapport à la consommation. Plusieurs fois aujourd'hui, la notion de récit a été dite. Nous avons dit également à plusieurs reprises que nous étions des acteurs de la bonne marche de notre société, que nous étions interdépendants, tous reliés. Dans une grande chaîne de consommation, en gros, on a tous un rôle à jouer. Cette grande chaîne qui va de l'acheteur régulier à l'habitant de ces villages du Ghana qui voit des montagnes de textiles devant eux ou devant leurs fleuves, témoins de notre insouciance. Nous avons parlé de conscience aussi. Jusqu'à quel point nous accommodons de ces petits « oui, mais bon, en fait, c'est pas vraiment moi, c'est plus les autres, mais oui, mais enfin, c'était là devant moi, donc j'ai acheté ». Jusqu'à quel point allons-nous nous accommoder avec tous ces petits arrangements qu'on fait avec notre conscience? Jusqu'à quel point faisons-nous des choix conscients? Bon, on va défricher tout ça en 3 quarts d'heure, c'est pas mal. Et j'appelle Paul Charon, Adrien Rivière, Élise Morin et Aline Dequinte pour prolonger cette discussion. Installez-vous, prenez place, j'ai l'impression d'être chez moi, voilà. Installez-vous. Alors, je présente un petit peu mieux. Paul Charon, vous êtes cofondateur de la marque Hommage. Oui. C'est ça. Hommage en 2 mots, on dirait quoi? Alors Hommage, j'aime bien qu'on dise que c'est une marque, mais dans les faits, on est plutôt une plateforme d'achat-revente de vêtements, donc de seconde main. Et je ne suis pas juste le cofondateur d'Hommage, je suis aussi un membre de l'association En mode climat. Voilà, exactement. Qui est une association qui fait du lobbying positif pour que les lois changent et que la mode réduise son empreinte carbone. Impeccable. Élise Morin, vous êtes plasticienne? Oui. C'est ça, artiste plasticienne. Voilà, on va en parler un petit peu plus. Et Aline, merci beaucoup d'être là, puisque vous remplacez au pied levé Clément Perrault. Et c'est ça, qui est... Alors vous êtes aussi consultante en bifurcation écologique, mais il est Covidé en ce moment. Il est Covidé. Et voilà, et sauf que c'est la faculté d'adaptation de votre cabinet, c'est super. Du coup, vous êtes présente, merci beaucoup. Donc vous êtes consultante en bifurcation écologique. Exactement, on accompagne les entreprises pour faire cette transition, mais plus qu'une transition. Oui, cette accélération. Et voilà. on va parler notamment, on y a fait mention, on y a fait une allusion tout à l'heure, à la fresque du climat. Vous êtes nombreux dans la salle à l'avoir fait, donc c'est parfait. Et Adrien Rivière, vous êtes le fondateur de Résonance. Résonance en 3 mots? En 3 mots, c'est une manière de recréer des récits, donc ce que nous racontons et donc ce que nous faisons au quotidien, et notamment en échangeant avec des artistes qui ont la capacité peut-être plus que nous, peut-être même le devoir de créer de nouvelles grilles de lecture, de nouvelles manières d'aborder ce qui nous arrive. Et Adrien, j'ai envie de commencer par vous pour
prendre un petit peu de recul, justement. Alors, on a parlé de vos récits, on a parlé d'imaginaire. Vous, quand on a préparé un petit peu ce qu'on va se dire, l'homme avec un grand H ne peut pas évoluer sur cette planète sans avoir un récit auquel se raccrocher. Pourquoi il ne peut pas? Alors pourquoi il ne peut pas? C'est une grande question qui demeure quand même largement ouverte dans la science et dans la recherche. Alors une autre de mes casquettes, c'est quand même d'accompagner des entreprises, des dirigeants et des dirigeantes dans leur mise en récit, autrement dit dans la manière dont ils racontent leur industrie, leur secteur, leur entreprise. J'ai quelques clients dans le monde de la mode et du vestimentaire. Et c'est vrai que l'homme raconte des histoires depuis la nuit des temps. Ouais. En fait, c'est pas totalement vrai. On sait que c'est un peu biologiquement lié à la taille de notre cerveau. Je ne vais pas rentrer dans cette parenthèse, ça serait un peu long. Mais c'est vrai que la manière dont on a d'appréhender le monde, c'est toujours des histoires. Hein, c'est toujours des récits. Hein. Vos enfants, ils rentrent de l'école, vous leur demandez qu'est-ce qui s'est passé, ils ne vous font pas un slide avec des bullet points. Hein, ils vous racontent ce qui s'est passé. Mais on aimerait bien, cela dit, parfois. Oui, parfois, hein, pour la concision. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ah ben non, ce matin, à la récré, la maîtresse m'a dit que, et là, c'est parti pour plein de rebondissements. La manière dont on appréhende le monde est une histoire. Il s'avère qu'on est dans une grande histoire que nous nous racontons. Et comme on se la raconte en permanence, et c'est l'objet d'un ouvrage que j'avais choisi en travaillant ensemble, qui est Ishmael, que vous connaissez peut-être, alors je vous encourage vraiment à le lire. Ça a été publié au début des années 90. Et c'est un dialogue entre un jeune trentenaire, un peu comme moi, qui était perdu, qui ne savait pas trop quel sens à donner à tout ce système dans lequel on est, avec un sage qui prend la forme d'un gorille ici présent, qui s'appelle Ishmael. Et le rôle d'Ishmael, c'est de lui montrer que le récit que nous nous racontons est une construction. Autrement dit, il aurait pu en être autrement. Sauf que c'est très difficile à faire de déconstruire ça, parce qu'en fait, c'est notre quotidien en permanence, on baigne dedans. Ce qui fait que le récit devient un peu une toile de fond, notre ambiance générale. Et donc c'est très difficile d'imaginer comment s'en écarter et comment faire autrement. D'où ensuite résonance et avoir d'autres grilles de lecture, d'autres manières de voir les choses et d'autres manières de faire. Donc c'est vrai que pour démarrer, ce qui est toujours intéressant, et c'est mon travail au quotidien avec des dirigeants et des dirigeantes, c'est d'essayer d'abord de trouver des moyens de déconstruire ce que l'on considérait comme une évidence, et donc parce que c'est une évidence, nous ne le voyons plus. Et il y a une méthode pour ça, pour commencer à déconstruire? Oui, il y a des méthodes. La fresque du climat en est une, c'est-à-dire la formation, le fait de faire différemment, de prendre conscience des choses, le fait d'avoir des initiatives comme Hommage, comme Loom, comme 1083, ou des marques qui percutent le récit qui nous était donné avec d'autres manières de voir les choses. Peut-être pour le dire de manière très abrupte et embutée, la majorité des marques dans le monde de la mode et vestimentaire se sont construites sur l'idée de croissance, de rentabilité, de performance, de développement, de conquête de marché. Bon, je m'arrête là, vous avez évidemment compris ce que ça veut dire. C'est vrai que des marques comme, on en parlait rapidement, mais des marques comme Loom, peut-être comme la tienne et d'autres, puisque l'un de leurs piliers, c'est de consommer moins, pas simplement mieux, mais moins, c'est-à-dire de réduire la consommation, donc la production, ça veut dire qu'en butée du récit, si tout le monde consomme moins, si tout le monde produit moins, et si peut-être on n'existe même plus parce qu'il n'y aura que du réemploi et de l'échange, on aura gagné. Forcément, ça ne vous donne pas le même récit et donc pas la même société. Donc c'est aussi une manière, en utilisant ces apps, ces nouvelles marques, même des marques constituées qui font autrement, de reconstruire un récit collectif. Et on l'a vu avec Jean-Laurent Casselli, on a l'impression que ce récit s'incarne, et il s'incarne à travers des objets du quotidien. Ouais. Que ce soit des objets ou des icônes, des lieux, et ça devient un marqueur social. Ouais. Ce qui est super important avec les histoires, et vous le savez parfaitement, c'est qu'une histoire, il y a deux faces. Il y a ce qu'on dit, les mots, la parole, ce qu'on raconte, mais il y a les actes. S'il n'y a pas les actes, c'est du bullshit ou c'est du greenwashing. Et tout le monde, à la fin, viendra toquer à la porte en disant merci pour les annonces, sauf qu'il n'y a rien. Donc c'est forcément les deux tout le temps, et ça s'incarne en effet dans des gestes quotidiens, dans des choses qu'on peut faire réellement. Et parce qu'on peut les faire, alors le récit prend toute son ampleur, se déploie. Parfois, c'est l'inverse. On commence par faire, on ne s'en rend pas compte, et au bout de quelques semaines ou de quelques mois, on post-rationalise ou on post-émotionnalise, et on dit « Ah, mais en fait, ça raconte une toute autre histoire. » Et donc, on peut tirer le fil. Mais en tout cas, c'est clair que c'est forcément toujours les deux qui doivent
être liés. Les premiers à avoir vu ça, et il l'a théorisé très tôt, au début des années 70, quand il a créé Patagonia, Yvon Chouinard a très tôt dit je vais raconter une autre histoire, en tout cas je vais tout faire pour le tenter, et ça s'inscrira toujours dans des faits. Soit ici et maintenant, soit plus dur pour vous, j'imagine, quand ce n'est pas encore le cas, et qu'il faut raconter le trajet. Et là, c'est très dur parce qu'on raconte quelque chose qui va se passer mais qui ne se passe pas encore, donc injonction contradictoire, donc on en est là. Là, il faut être un peu fort sur le récit et sur les actes au fur et à mesure. Merci Adrien. Élise, Adrien en parlait, l'art, la création artistique, ça participe aussi de cette déconstruction. En quoi, vous, l'art contemporain, peut accompagner la transformation de notre rapport au réel ? Par le sensible, parce que là on vient d'écouter un discours qui est à la fois un discours qui se base, je pense, autant sur la philosophie que sur la littérature, que sur des raisonnements rationnels et une capacité d'analyse aussi marketing de ce qu'est un environnement économique. Donc forcément, moi je viens de complètement ailleurs et je propose quelque chose qui est donc complémentaire en proposant des expériences sensibles. On le voit par exemple là, c'est le data mining panorama. Oui, alors là c'est un fragment en fait d'un bas-relief, mais ça s'inscrit peut-être plus largement dans une démarche artistique ou en tout cas, moi j'ai des pratiques qui sont... Ah oui, là voilà, on le voit un petit peu mieux dans toute son échelle. Bon, alors là, pour parler de choses concrètes sur ce projet-là, bien qu'encore une fois, c'est un projet parmi d'autres, mais même si formellement il y a des variations en fonction des matériaux que j'utilise, il y a toujours, en tout cas, justement un récit qui va se tisser avec un enjeu, un matériau et un lieu. Et en fait, là, pour être très concrète, c'était donc Bloomberg qui m'avait fait une commande, enfin une carte blanche. Et donc, j'ai demandé à récupérer des ordinateurs de la City qui avaient été designés spécifiquement pour donner des ordres très rapides. Donc avec des claviers qui permettaient de gagner les quelques millisecondes qui permettaient d'accélérer certains flux financiers sur la question justement des différents métaux dont on va avoir besoin pour constituer même l'industrie du digital. Moi, j'ai une sensibilité particulière pour le numérique et le digital dans tout mon travail. Donc, j'ai pris 2 tonnes d'ordinateurs de la City parce que pour moi, ils étaient déjà chargés d'une histoire et d'un vécu qui les distinguait d'autres ordinateurs. Ils ont été broyés dans une usine qui permet de recycler comme une soupe dont on pourrait extraire les ingrédients avec un système d'aimantation qui permet de faire des séparations en fonction de la qualité des métaux. Donc j'ai réextrait les différents métaux que j'ai réorganisés sur une façade en fonction d'un dessin, d'un glissement de terrain, d'une mine de cuivre, d'une mine de cuivre donc aux États-Unis qui a donné lieu à un crash financier. Donc l'idée, c'était de faire ressurgir plusieurs niveaux de lecture, c'est-à-dire remettre de la matérialité dans cette industrie qu'on dit dématérialisée, remettre du temps géologique au moment où on essaie d'optimiser des outils pour toujours gagner des milliers de secondes. Et finalement, ça devient tout aussi abstrait que de revenir à ce qu'est la formation d'un minéral. Et en arrière-plan, sur cette faille qui correspond sur l'image au glissement de terrain de cette mine, ce sont des flux financiers en temps réel qui viennent animer en profondeur des paysages qui, en fait, quand on les regarde de près, permettent de superposer les différents minerais qui constituent un ordinateur. Donc, en fait, c'est l'histoire... Enfin bon, après, je peux aussi parler de l'aspect bas-relief et comment ça s'inscrit dans une vision plus artistique, mais c'est peut-être pas le sujet aujourd'hui. Mais le fait est que ça permet d'être vu à la fois déjà comme un objet. Bon, après, on n'aime pas. Ça, c'est, on va dire, le degré 1 de l'approche en fonction de la culture de chacun, etc. Mais c'est la réflexion derrière, surtout, qui compte. Mais le process de production est un enjeu en soi. Il a été documenté et il fait vraiment intégralement partie de l'œuvre. Et donc, voilà.
Un petit zoom peut-être sur, sur ces images-là. Alors ça, c'est un projet qui date de 2011, qui s'appelle West Landscape, qui a été un des premiers projets justement que j'ai initié pour mettre en lien la matérialité justement de cette industrie numérique qui ne va que croissante. Et donc c'était un travail aussi en amont qui permettait de recréer des sortes de paysages imaginaires pour lier vraiment la notion, encore une fois, d'extractivisme à l'échelle. Donc c'était un monumentalisme assumé pour qu'on puisse vraiment avoir un double effet répulsion, sidération, fascination qui correspond à un état émotionnel, je pense, devant lequel on se trouve souvent confronté dans le monde actuel et qui est ambigu entre désir, répulsion. Et c'est vrai que donc ce travail-là, c'est aussi du tissage, énormément de travail manuel. Pour tisser des CD, c'est des invendus qui correspondent. Alors, je ne peux malheureusement pas donner le nom des artistes, mais en fait, quand on retourne la nappe, on découvre qu'en fait, il s'agit de 2 artistes qui sont très appréciés, très populaires. Et donc, je suis peut-être un peu longue là, je vois des... Non, mais... Et donc, la surproduction est complètement intégrée dans le plan marketing. Ah oui, d'accord, c'est ça qu'il faut Et en fait, retenir. le coût individuel du CD, du coup, devient plus intéressant. Et donc, la surproduction étant totalement intégrée au process de production, je trouvais ça intéressant de travailler sur un paysage qui n'était pas tant du coup sur le déchet, qui était plutôt sur l'absurdité. Et ça, c'était qu'une journée en Île-de-France, quoi. Et bon, voilà, après, pareil, encore une fois, on peut, dans un travail artistique, l'apprécier aussi comme une œuvre en soi, avec des gens qui ont travaillé en amont, des usines de la réinsertion, j'ai travaillé avec des prisonniers, j'ai travaillé avec des tas de gens, où, encore une fois, le processus de production fait vraiment entièrement partie de l'œuvre. Alors après, il y a la big picture finale qui permet d'en parler, mais l'intérêt est souvent en dessous. Merci Élise. On poursuit rapidement le petit tour et puis après on continue évidemment de dialoguer. Paul, est-ce qu'il n'y a pas d'autre choix que de passer par la sobriété, finalement, la sobriété textile? Voilà, la question en peu de temps. Ça c'est une énorme question. La réponse courte pour moi, si je veux être un peu abrupt, c'est non. Il n'y a pas forcément d'autre choix que de passer par la sobriété. Après, moi, je crée une entreprise qui joue plutôt sur le réemploi. Donc, en 2 mots, Hommage, on est une plateforme d'achat-revente de vêtements qui vise à simplifier la seconde main pour tout le monde, les vendeurs et les acheteurs. Il y a aujourd'hui, 70% des placards des Français ne sont pas portés. Donc, nous, l'idée, c'est de remettre ces vêtements en circulation en facilitant le travail. Donc concrètement en faisant tout à la place des gens, et puis les acheteurs leur proposer quelque chose en seconde main qui ressemble à ce dont ils ont l'habitude, ce qu'ils connaissent d'habitude en neuf, c'est-à-dire quelque chose de joli, bien présenté, avec des services pro, la possibilité de faire des retours, etc. Dans l'idée, on veut que tout le monde arrête d'acheter autant en neuf et achète en seconde main, et qu'on se serve de ces vêtements qui dorment dans les placards pour réduire les volumes de production en neuf. Pourquoi est-ce qu'il faut réduire les volumes de production en neuf? Je pense que ce n'est pas à cette audience qu'on va apprendre que la mode crée des problèmes environnementaux et sociaux de taille, que les choses se sont énormément accélérées depuis 20 ans, avec l'avènement de la fast fashion, le e-commerce qui a mis un gros coup de booster là-dessus, et là récemment des phénomènes propulsés par les TikTok et autres que sont les marques d'ultra fast fashion comme Shein ou autres, où on est dans des nombres de modèles qui sont des modèles de vêtements qui sont mis en ligne chaque jour, qui sont complètement délirants, et avec derrière des processus de production qui ont rivalisé d'ingéniosité pour au final entraîner une espèce de gigantesque machine de surconsommation. Et très concrètement, aujourd'hui, en France, un Français, il achète 40 vêtements par an, tout ça pour emporter que 30%. Donc il y a quand même cette notion de volume qui sont vraiment démesurés. 20 milliards de vêtements en France pour 60 millions d'habitants, c'est démesuré. En fait, aujourd'hui, si on arrêtait toutes les usines de production, on pourrait vivre 50 ans sur le stock de vêtements que l'on a déjà produit. Donc à partir de là,
y a ce côté un peu absurde de se dire pourquoi est-ce que du coup on va cultiver du coton et donc assécher les sols ou potentiellement les polluer, et puis ensuite on va consommer beaucoup d'énergie pour transformer ces fibres-là en matière, et ensuite en plus on va exploiter des gens au passage pour qu'ils produisent des vêtements qu'on va ensuite envoyer aux quatre coins du monde pour que des gens les achètent, les portent 2 fois et ensuite les laissent dans le placard. Donc il y a tout ce côté-là qui est hyper absurde et qu'on pourrait déjà remettre en question rien que par son côté absurde. On a la nécessité de prendre soin de cet environnement qu'on est en train de dégrader et qui du coup nous commande de faire mieux et en fait pas que mieux mais de faire moins, parce que si on fait mieux, en fait on peut éco-concevoir plein de choses, on peut créer des vêtements, on peut recycler du plastique pour en faire des vêtements, mais en fait il faudra toujours du nouveau plastique à mêler avec l'ancien plastique pour créer des nouveaux vêtements. Quand on les lavera, il y aura toujours des microplastiques qui se libéreront dans les océans. Le coton, ça consomme énormément d'eau. On a déjà asséché une mer, donc on aura beau le faire bio et organique et labellisé. Et en fait, on aura toujours cette empreinte hyper importante sur l'environnement. Et puis le volet social, on n'a pas vraiment résolu. Il y a un beau mouvement en France aujourd'hui de retour aux produits français et avec une reconstruction des savoir-faire et de la filière qui est géniale. En fait, ça, c'est des initiatives qu'on a justement envie d'encourager et ça va forcément se solder par une réduction de la consommation, parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'acheter des vêtements produits en France, mais d'un coup, ça coûte beaucoup plus cher. Et ça coûte beaucoup plus cher parce que le modèle de production en France permet d'intégrer déjà une énergie décarbonée. Oui, c'est toute la chaîne qu'il faut... Ouais, et des coûts sociaux qui, pour le coup, sont intégrés dans les vêtements. Donc, il n'y a pas de prime au vice, ce qu'on appelle la prime au vice avec l'association En Mode Climat, c'est-à-dire une prime dont bénéficient les gens qui font mal, d'un point de vue social et d'un point de vue environnemental, qui leur permet de vendre les vêtements pas chers. Et en produisant localement, on se rend mieux compte du vrai coût des vêtements. Et forcément, à ISO budget, on peut en acheter moins. Alors, est-ce qu'il y a besoin de passer par une réglementation, voire une obligation ? Une réglementation de plus en plus stricte ? Oui, alors ça aussi, c'est une super question. Je pense que la réponse, elle est aussi aux multiples facettes. Ouais. Un truc qui est beaucoup fait, c'est de dire, en fait, la faute, elle est sur le consommateur. Un grand argument de la fast fashion, c'est de dire nous, on produit parce que c'est ça, on répond à la demande. En fait, on répond aux besoins de consommateurs. Quand on met en ligne une collection toutes les semaines, elle part tout de suite. Donc, en fait, les gens, ils ont besoin de ça. Il n'y a pas très longtemps, il y a le PDG d'Etam qui a dit en fait, il faut une fast fashion durable. Ce qui est vraiment oxymorique comme expression. Et il dit en fait, les volumes ne sont pas tellement la question parce que les gens ils répondent à un besoin et il faut juste revoir quelques éléments du processus. Et en fait, les individus, si on se met à la place des individus, si on Julia Fort, la créatrice de la marque Loom, qui a aussi initié le mouvement En Mode Climat, elle utilise une image que moi j'aime bien, qui est si on vous met dans un magasin où tout est à 1 €, au bout d'un moment, vous avez beau vous mettre des œillères, vous allez finir par acheter quelque chose. Et en fait, on ne peut pas vous le reprocher. C'est normal. Donc, en fait, tous ces signaux que nous envoient des entreprises plus ou moins subtiles, qui sont déployés par des équipes marketing qui sont brillantes, nous poussent à du coup se dire ah, ok, en fait, j'ai peut-être besoin de ça, j'ai peut-être besoin d'acheter ça, il faut que j'achète ça. Donc, on finit par le faire. Et en fait, c'est normal. Je trouve que le discours de culpabilisation des individus, pour l'instant, il n'a pas trop porté ses fruits et c'est faire reposer beaucoup de choses sur le consommateur final. On a aussi essayé de laisser les entreprises se transformer par elles-mêmes, mais malheureusement... Il faut un peu de patience. Il faut un peu de patience et surtout, ça nécessite là, de reconstruire complètement un nouveau récit qui n'est pas indexé que sur le profit. Et pour l'instant, il n'y a rien qui les pousse. Donc, le levier le plus efficace et le plus rapide, et on a besoin d'aller vite, malheureusement, c'est le levier réglementaire qui est de dire on impose, comme avec le tabac ou avec l'alcool, des éléments qui étaient mauvais pour la santé, mais là c'est mauvais pour la santé de notre planète, donc on pourrait imposer certaines choses pour aller plus vite. Merci Paul. On va continuer également avec vous Aline. Vous Aline, pour vous, vous avez chevillé au corps une envie, c'est d'expliquer. C'est la pédagogie, c'est d'expliquer les impacts surtout. Tout à l'heure on parlait de choix conscients. Est-ce qu'on fait vraiment les choix conscients ? Finalement, quand tout est à 1 € autour de nous, on oublie un peu de faire des choix conscients. Vous, c'est avec la fresque du climat, c'est ça notamment votre outil de pédagogie ? Principalement, oui. Ouais. Et pour vous, qu'est-ce qui est le plus important, quelque part, dans cette explication des impacts ? Oula, le plus important, je peux parler pendant 1 heure.
Le plus important, bon, c'est vrai que moi, ce que je souhaite dans une fresque du climat, donc fresque du climat, ça a été dit, vous êtes nombreux et nombreuses à l'avoir déjà vécu. On peut peut-être peut-être représenter en quelques mots. C'est un atelier, ça dure 3 heures, 3 ou 4, une demi-journée, pour comprendre et réellement comprendre et prendre conscience, notamment, des enjeux du dérèglement climatique. C'est la fresque du climat, donc ça parle de changement climatique, mais en fait, des fresques, maintenant, il y en a plein qui ont été créées dans plein de secteurs. De diversité numérique, textile également, bientôt. Voilà, il y a une fresque du textile également qui a été créée. Donc, c'est un moyen de comprendre les tenants, les aboutissants d'un sujet en se penchant dessus pendant 3-4 heures. Donc, d'abord avec une partie sur le constat, parce que forcément, si on n'a pas compris le problème, ça va être difficile de changer. Et ensuite, une deuxième partie, peut-être la plus importante, sur maintenant qu'on connaît ça, qu'est-ce qu'on fait ? On ne repart pas avec un plan d'action détaillé en 3 parties, 10 parties, parce que évidemment, une demi-journée, c'est court, mais au moins, ça permet d'initier la réflexion en ne se centrant pas trop sur le constat, mais surtout en commençant à aller dans le et après. Parce que maintenant que j'ai pris conscience de ça, et que maintenant que je prends conscience de ça, notamment avec un groupe, parce que c'est un atelier qui se déroule en groupe, grâce à un facilitateur ou une facilitatrice qui va être là pour animer cet atelier. Et c'est sous forme de jeu, quand même. Oui, c'est ludique, c'est sous forme de cartes. Oh, j'aurais dû prendre mes cartes avec moi, elles sont dans la loge. Mais donc oui, c'est un jeu de cartes. On a des éléments du dernier rapport du GIEC. Donc c'est le document qui fait référence en matière de sciences sur le climat. C'est un rapport qui est vraiment un mastodonte de littérature scientifique, une espèce de grosse synthèse qui fait 10 000 pages que personne ne lit parce que c'est beaucoup trop dur à lire. Et donc on comprend les principales informations qu'on trouve dans le dernier rapport du GIEC en l'espace de 3 heures, en l'espace d'1h30, puis on parle de qu'est-ce qu'on fait. Cet atelier, moi, ce que je souhaite faire quand j'anime auprès de n'importe qui, que ce soit des entreprises, que ce soit des élus, que ce soit des enfants, c'est essayer de rendre visible l'invisible. Parce qu'on pense toujours connaître le sujet un peu plus qu'on ne le connaît vraiment. C'est faramineux ce qu'on peut c'est fou comme c'est un sujet qui peut être surreprésenté dans les médias et finalement si peu compris, paradoxalement. Donc, moi j'aime bien l'image de rendre visible l'invisible parce que déjà le CO2 c'est un problème qui est fondamental et pourtant il est invisible, première chose. Et en plus, vous parliez tout à l'heure de dématérialisation du numérique par exemple. Je ne vois pas la fumée qui sort de mon ordinateur et pourtant, quand on regarde l'énergie grise qu'il a fallu pour produire cet ordinateur, en fait, c'est gigantesque. Il y a énormément d'émissions de CO2 ou énormément de polluants qui sont en fait complètement invisibles à l'œil nu, mais parce que j'ai acheté cet ordinateur ou cette tablette, en fait, je ne le vois pas, mais il y a eu énormément de pollution derrière. Donc ça permet de conscientiser quelque chose qu'on pensait souvent avoir compris, sans que ce soit vraiment le cas. Ouais. Et par exemple, moi, quelque chose qui me marque pas mal, c'est combien certains chiffres qui sont connus peuvent être mal compris. Quand on parle de 2 degrés de réchauffement en 2100, par exemple, si on parle de l'objectif de l'accord de Paris, qui a été signé lors de la COP21 en 2015, l'objectif, c'est donc de stabiliser le climat en dessous, vraiment limite maximale, en dessous de 2 degrés d'ici 2100, 2 degrés de réchauffement. Mais alors, franchement, faites le test autour de vous. Demandez, est-ce que tu as peur de 2 degrés en 2100 ? Non, franchement, les 2 degrés, c'est tout petit. Ce qui est loin dans le temps ou loin sur cette planète d'ailleurs. 2 degrés, ça paraît rien, et 2100, ça paraît super loin dans le temps. Donc mes petits-enfants trouveront une solution. Voilà, on a le temps. Mais non, en fait, 2 degrés, c'est déjà énorme, parce qu'on parle d'une température moyenne, ça nous échappe complètement. Qu'est-ce que c'est qu'une moyenne ? Nous, on connaît la météo, on ne connaît pas le climat. C'est compliqué, on confond beaucoup de choses. On a des biais cognitifs qui font qu'on a du mal à comprendre ces sujets-là. Et donc, par exemple, 2 degrés, c'est à peu près la moitié de degrés de ce qui nous sépare de la dernière ère glaciaire. Donc, voilà. Si vous avez vu le film L'âge de glace, dites-vous qu'il n'y a que 4 degrés de différence entre l'âge de glace et le monde d'aujourd'hui. Revoyez le film, vous verrez que le climat il est quand même sacrément différent et le paysage aussi. Et voilà, ça nous donne un peu des idées de « Ah oui, en fait, peut-être qu'on n'avait pas tout à fait compris le problème, même si on en entend beaucoup parler. » En fait, au moins faire une formation et remettre les bases, ça va nous permettre d'ensuite réfléchir à des solutions qui seront peut-être plus impactantes que quand on pensait avoir compris le problème précédemment. Et alors on le voit là effectivement dans la déconstruction de ce récit auquel on se raccroche, dans lequel on est tous plongés. Il y a plusieurs approches. Il y a l'approche qui consisterait à montrer ça, par exemple, montrer une image horrible d'une montagne de textiles sur le long d'un fleuve au Ghana. Il y a aussi l'approche plus joyeuse, il y a l'approche ludique.
Il n'y a pas de réponse binaire là, Adrien, je me tourne vers vous. Non, est-ce que tout est possible ou est-ce qu'il faut, il faut justement éviter ces images chocs? Éviter, je ne sais pas, non, je ne crois pas. En fait, il y a souvent dans les récits, il y a toujours la question à un moment donné, non mais il faut des récits enthousiasmants, arrêtons de faire peur, etc. Ce qui est la grande question de l'utopie ou de la dystopie. C'est-à-dire, est-ce que je projette le meilleur parce que ça va me motiver pour que mes enfants vivent ça, ou est-ce que je projette le pire parce que je ne veux pas qu'ils vivent ça, donc je vais réagir maintenant? En fait, les deux sont possibles. C'est-à-dire que les deux sont, dans une certaine mesure, nécessaires au possible. La seule chose qui compte, c'est qu'est-ce qu'on en retire et qu'est-ce qu'on fait ici et maintenant. Vous lisez des histoires qui sont des dystopies, qui vous font peur, et vous retenez une leçon à la fin. Et c'est cette leçon qui compte, plus que l'histoire elle-même. Dans une histoire, vous avez l'intrigue, ce qui se passe, et vous avez le thème, ce que vous en retenez. C'est la même logique ici. Donc les deux, il faut voir ces montagnes-là, il faut voir les documentaires d'Hugo Clément qui va les voir pour se dire peut-être qu'on peut utiliser le surplus et la surproduction, qu'on peut l'intégrer et qu'on peut en faire quelque chose. Les donner à des prisons, les réutiliser pour des œuvres artistiques, etc. Donc l'idée, c'est ça en fait aussi de déconstruire, reconstruire le récit. C'est de revenir à ces éléments-là. Et évidemment, ça va passer par de l'induction avec de la formation, de la prise de conscience, etc. Et parfois par de la déduction en faisant de la prospective un peu apocalyptique. Les deux doivent être faits avec des méthodologies, mais en tout cas, elles sont, en tout cas à mes yeux, complètement nécessaires dans la manière dont on raconte des histoires. Et d'ailleurs, parmi vous, il y a des gens qui sont plus sensibles à l'espoir, à l'enthousiasme, et qui vont y répondre. Et ça va les motiver. Et il y en a, plutôt, ils réagissent quand il y a un lanceur d'alerte ou quand on se prend une grosse baffe, qui vont plus réagir. Donc ça dépend aussi de son éducation, de ses expériences, de notre propre psychologie. Donc c'est pour ça que les deux sont aussi intéressants. N'hésitez pas, évidemment, vous continuez de poser des questions parce que je vais m'en servir de vos questions. C'est pareil, n'hésitez pas à lever le petit doigt, je le verrai tout de suite, à poser une question. Allez, vous avez une question. C'était rebondir sur le sujet du récit. Quand j'ai été formée au changement climatique, j'étais très sensible uniquement à la physique derrière ces questions-là. Moi, j'ai une formation ingénieur textile qui plus est, mais finalement, ça ne m'a pas vraiment mené à travailler dans le textile, tout compte fait. J'étais très sensible uniquement aux constats scientifiques. Et quand j'ai fait une formation sur le changement climatique, on m'a demandé de construire des récits. Et au début, je n'ai pas compris. Je me dis, mais pourquoi on me demande de faire une rédaction? C'était une vraie interrogation. Et j'ai mis du temps à comprendre, en fait, le bien que ça m'a fait de construire justement une utopie. On nous a imposé, c'était une formation, on nous a dit, allez-y, construisez le monde en 2030 et finalement, comment est-ce qu'on arrive à ce changement-là d'ici 2030, etc. Mais le bien que ça nous a fait, parce qu'on était tous très la physique, machin, et en fait très, très éco-anxieux. Enfin, on est beaucoup dans ces milieux-là à être très, très angoissés par le constat scientifique, par le fait que ça bouge peut-être pas assez vite, etc. Et en fait, le pouvoir des récits collectifs qu'on peut s'écrire et se dire, mais oui, mais en fait, ça donne vraiment de l'espoir. Moi, en tout cas, j'ai senti ça chez moi. Et donc, le récit positif, je trouve que c'est super important. Une fois qu'on a vraiment le constat, quand même, qu'on a bien compris le problème, qu'on ne se base pas que sur des choses qui soient finalement tout va bien. Non, il y a un vrai problème. Il y a un vrai gros problème. Par contre, il y a quand même, malgré ce problème-là, des choses, des alternatives qui peuvent vraiment être désirables. Et construire des choses comme ça, moi, ça m'a beaucoup aidé. Vous, Élise, j'imagine que c'est quelque chose que vous rencontrez également dans la réaction autour de votre travail. Oui, et puis je rejoins aussi ce que dit Aline, c'est que moi, mon éco-anxiété, comme beaucoup, je pense, on passe par un état de sidération qui n'est absolument pas un levier d'action, de fait. Et le fait de dépasser sa peur, déjà par une compréhension plus profonde, puis par un outil de transformation, quelle que soit sa spécialité, la manière dont on s'engage à la faire, ça permet simplement de... Moi, ça m'a permis de faire le deuil aussi d'un monde. J'avais besoin de faire le deuil d'un monde, d'une idée de la nature, d'une représentation, pour me dire, bon, ok, c'est peut-être un peu derrière. Donc, on fait quoi avec ce monde-là et comment on intègre toutes les complexités et aussi les parts les plus sombres de ce monde-là pour justement pas nourrir, en tout cas pour moi, une esthétique de la régénération qui me paraît parfois justement trop utopique pour que moi je puisse m'accrocher dessus de manière sérieuse et justement un peu plus scientifique.
Donc comment on intègre des phénomènes qui peuvent être quand même un petit peu plombants, il faut dire ce qui est, pour mieux les dépasser, ou simplement en les prenant en compte, se construire justement un imaginaire qui fait qu'on est finalement plus paradoxalement, je pense, efficace. Donc ça, moi, c'est très thérapeutique de faire ce que je fais. Et ensuite, dans la manière dont justement les modes de production permettent d'échanger, je pense que ça rejoint un petit peu, alors encore une fois, chacun à sa manière, des moments de partage justement autour de cette sensibilité-là. Et ensuite, dans la restitution, après, moi, c'est ça quand même qui m'intéresse, la manière dont c'est reçu. Ça, justement, au moins, ça montre que les nouvelles générations, je pense, sont quand même nettement plus structurées. Et ça, moi, me permet quand même de, un petit peu, c'est mon seul petit, ma petite fenêtre un peu positive. Je compte un peu là-dessus, moi. Mais oui, je pense que vous faites bien. Juste un petit message, peut-être qu'on pourrait amener un verre d'eau à monsieur. À quelqu'un qui sait. Parce que oui, il ne faudrait pas qu'il y ait un étouffement. Ça pourrait être sympa. Paul, vous, sur cette déconstruction, justement, sur ce message, on joue sur l'émotion, il y a la courbe du deuil. Comment vous faites? Parce qu'on sent à la fois qu'il faut être dans la réaction, il faut être dans l'action surtout, mais il y a quand même une colère sourde qui vous pousse à agir. Oui, alors je pense que tu le disais, les réactions sont très personnelles et je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent être motrices. La dystopie ou l'utopie peuvent l'être de manière très forte. Moi, en tout cas, moi personnellement, c'est la dystopie qui m'a fait bouger. Et encore, on dit dystopie, mais il ne faut pas forcément confondre dystopie et réalité. Là, en l'occurrence, c'était vraiment purement la réalité, en disant, OK, il y a ces choses-là qui sont en train de se passer aujourd'hui sur Terre, et on ferme les yeux, ou en tout cas, le système qu'on a bâti tous ensemble nous pousse à fermer les yeux, parce qu'au final, c'est quand même mieux de délocaliser les trucs ailleurs, comme ça, on ne voit pas les problèmes, et puis c'est quand même bien de payer ces vêtements pas chers parce qu'on n'a quand même pas beaucoup d'argent. Et en fait, tout ça nous entretient quelque chose qui nous pousse à fermer les yeux et continuer comme si de rien n'était dans la même direction sans nécessairement voir qu'il y a une falaise un peu au bout et qu'il faudrait peut-être prendre la petite bifurcation un peu avant. Et voilà, moi, typiquement, c'est un truc un peu dystopique, mais qui m'a fait beaucoup réagir et qui m'a poussé à agir en me disant, bah non, en fait, si on voit de manière très certaine la direction qu'on est en train de prendre et qu'il y a un certain nombre de choses que l'on peut faire, alors à notre échelle, puis à l'échelle de notre entreprise, et ou à l'échelle du tissu social autour de chez nous, ou voire même au niveau des lois et du bulletin de vote que l'on met dans l'urne toutes les X années, et ben à ce moment-là, il faut vite s'embrayer sur ces voies-là, qui ne sont pas des voies de garage, mais qui sont au contraire des choses qu'il faut qu'on exploite pour reconstruire quelque chose de tous ensemble. Et honnêtement, je comprends que ça puisse paralyser certains parce que c'est pas du tout simple. C'est pas du tout simple. Ça nécessite de remettre en cause des fondamentaux de nos sociétés qu'on a pris pour acquis, mais qui en fait sont des conventions. Là aussi, on en parlait juste avant. On a décidé que l'économie c'est pas une science. On a décidé que notre économie allait fonctionner comme ça. On a pris un certain nombre de conventions, puis la machine s'est emballée. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. On en prend collectivement conscience et on reconstruit, il faut qu'on reconstruise quelque chose de plus positif. Au passage, si on pouvait inclure une dimension sociale là-dedans, ça serait top parce qu'on s'est un peu raté sur cette dimension-là aussi. Et puis voilà, c'est pas très grave, ça peut être quelque chose de positif. Et là-dessus, il y a plein de gens. Donc il y a des gens qui sont plus des lanceurs d'alerte, qui sont plus dans le constat, dans l'interpellation de dirigeants, etc. Et je trouve qu'ils font un travail formidable et ils essuient les plâtres violemment parce qu'on leur dit c'est pas assez positif, c'est dystopique, ça me paralyse, ça crée de l'éco-anxiété. Mais en fait, c'est des points de départ, il faut voir ça comme des points de départ pour derrière une reconstruction qui, elle, est beaucoup plus positive et sur laquelle il faut entraîner les gens, c'est sûr, parce qu'ils sont paralysés, je le comprends. Mais à la fin des fins, on sera collectivement plus heureux et je pense que c'est là-dessus qu'il faut... Il y a aussi le fait, effectivement, qu'on avance tous à des vitesses différentes. Ce qu'on se disait tout à l'heure, à la fois avec le récit qui s'incarne dans des objets, et puis à la fois tout à l'heure avec Jean-Laurent Casselli, c'est, par exemple, vous portez des chaussures qui peuvent déranger certaines personnes. Ces chaussures-là, certaines personnes peuvent vous montrer du doigt en disant « c'est un marqueur social, c'est un truc de riche, c'est un truc de bobo », voilà.
il faut avancer à plusieurs étapes, mais il faut quand même, à un moment, il ne faut pas qu'il y ait trop de clivages qui se créent aussi. Il faut veiller à ça. Comment on veille à ça? Ouais, alors ça, là, typiquement, on est dans la solution n'est pas simple, et on a besoin d'entendre tout le monde et de mettre tout le monde à contribution, et c'est pour ça que je pense que c'est très important de sortir de cette image de l'écologie bobo parisienne, en fait, justement, voilà, moi je porte des Véjas, donc je m'achète des Véjas, mais parce qu'en fait j'ai le pouvoir d'achat de m'acheter des Véjas, je mange bio parce que j'ai le pouvoir d'achat de manger bio. Bon, il se trouve que il y a quelques endroits où faire mieux coûte moins, mais il y a énormément d'endroits où faire mieux coûte plus, donc c'est quelque chose qui est très difficile à entendre. De la même manière que si on demande à quelqu'un de ne plus prendre sa voiture alors qu'il habite en pleine campagne et que c'est le seul moyen de se véhiculer, et ce n'est pas du tout un discours qui est entendable. Donc, c'est à chacun de faire ses choix en conscience. Oui, c'est à chacun de faire ses choix, mais il y a aussi une direction collective à donner qui est de dire, en fait, on va reconstruire un monde où toutes ces choses-là vont être prises en compte, et on ne va pas laisser les gens sur le carreau en leur disant tant pis, il n'y a plus d'essence, donc toi, tu non, c'est ça, il faut avoir ce souci de toutes les vitesses. Mais il y en a beaucoup finalement. On est dans le cœur d'un problème narratif qui est que, imaginez un futur utopique, je vous donne une demi-heure, vous le faites tous. C'est-à-dire que imaginez un monde utopique en 2035, imaginez le point d'arrivée, c'est très simple. Ouais. C'est-à-dire que la boussole, la direction, franchement, on peut l'avoir. En revanche, le récit de la transition ou de la transformation ou de la révolution, on l'appelle comme on veut si on est plus ou moins radical, ça c'est un peu plus dur parce que je l'évoquais tout à l'heure très rapidement, il y a des injonctions contradictoires, on n'est pas tous au même point de compréhension, d'analyse, on n'a pas tous le même pouvoir d'achat, vous le savez, les enjeux écologiques sont des enjeux sociaux puisque la justice écologique est aussi une justice sociale, enfin bref. Donc effectivement, là, il faut aussi un récit, et c'est pour ça que je reboucle, et c'est ça qui est important, d'explication du pourquoi c'est compliqué, pourquoi on n'y est pas, pourquoi ces Véjas valent, oui, encore 130 € dans le Marais à Paris, mais que moi je me bats depuis 20 ans pour remonter une filière et que blablabla, etc. Et en l'occurrence, Sébastien Kopp le raconte très bien. Et moi, la première fois que je l'ai vu, bêtement et naïvement, je me dis, en fait, t'es complètement con. Enfin, tu fais produire tes chaussures au Brésil, enfin, tu te fous de ma gueule. Enfin, c'est-à-dire que tu transportes tes chaussures du Brésil en Europe. Enfin, c'est une blague. Enfin, ça doit être une blague. Enfin, Et en fait, il m'a dit, oui, mais t'es mignon. Mais je vais t'expliquer pourquoi j'ai décidé de faire toutes mes chaussures à un seul endroit et il s'avère que c'est le Brésil. Parce que j'ai pris toute la chaîne de valeur, j'ai tout regardé, j'ai tout posé à plat, j'ai tout mis. Et il s'avère que si je suis au Brésil, pour tout ce que je veux faire, le caoutchouc bio, que je peux tracer, etc., la confection, la compétence pour concevoir, garder un prix quand même qui ne soit pas complètement mirobolant. Bref, le Brésil, ça reste en bout le meilleur endroit pour le faire. On peut contester. Certains dans la salle pourraient lui dire bah non, pas du tout, on peut contester. Mais en tout cas, c'est une explication, c'est un récit qui se tient. On peut ne pas être d'accord, on peut plus ou moins y adhérer, ça nécessite du temps, mais en tout cas, on peut l'expliquer et le comprendre. Et à partir de là, faire partie déjà d'un mouvement qui ne soit pas simplement en fait, juste de l'ignorance et donc de répondre à des injonctions. Donc mais ça, c'est évidemment hyper compliqué. Et long. Et hyper long. Ouais. Et là, il y a des cas, je n'ai pas le temps de le développer, mais il y a des cas évidemment chez Patagonia qui ont été des précurseurs de ça, c'est-à-dire de dire on ne sait pas faire des choses ici, maintenant, à l'heure où on se parle. Par contre, on vous promet d'essayer de le faire parce que c'est ça la boussole et c'est ça la direction. Et donc, petit à petit, on essaye de le faire. Il y a des succès, il y a des échecs, mais en tout cas, la boussole est là et donc le récit tient. Loom, peut-être qu'Hommage le fait, Patagonia, vous allez sur leur site, tout ce qu'on ne sait pas faire. Bon, ça, c'est ce que je viens de dire. Ouais. C'est-à-dire que c'est la mise en lumière de manière totalement transparente de ce qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui. Ça coalise aussi, parce que ça dit à tous les partenaires, à la société civile, aux consommateurs, si on s'y intéresse, collectivement, on est conscient de ça. Donc, j'achète mes Véjas, je fais un choix en conscience. Voilà le cap. Voilà. Maintenant, le chemin, on va le faire tous ensemble. Exactement. Et donc, de se dire aussi que le cap actuel de la fast fashion, de Shein, etc., c'est le cap qu'on veut éviter. Donc, c'est ça aussi qu'il faut travailler. Mais ce récit de la transition, transformation, révolution, très, très, très compliqué, évidemment, à mettre en place. Et dans cette construction, il y en a... Alors là, je vous regarde, Aline, parce que on a discuté 5 minutes hier au téléphone, dès que vous avez su que vous serez là parmi nous aujourd'hui. Du coup, ce n'était pas du tout préparé. Et vous m'avez dit, en fait, ce qu'il faudrait, c'est virer le mot « effort » du dictionnaire.
Ah, qu'on des mesures vraiment radicales. Ah, ça, si on peut faire ça. Pourquoi faut le virer? Parce que dès qu'on parle de solutions, tout de suite, ça devient ah mais non, pas les Amish, ah mais non, pas les, on va quand même pas être dans une grotte, etc. Non mais enfin, il y a quand même plein de choses qui peuvent être présentées soit de manière super relou, quoi. Enfin, est-ce que je dois prendre moins ma voiture alors que c'est quand même confortable de prendre une voiture et là il pleut et j'ai mon vélo, etc. Ou est-ce qu'on doit le présenter comme mais non mais en fait c'est pas un effort, c'est regarde tout ce que tu vas gagner, tu vas être en bonne santé parce que tu vas prendre le vélo et si tu es bien équipé en vrai, même s'il pleut un peu, en fait ça va et en plus tu seras trop fier de toi parce que comme tu es conscient à partir de maintenant des enjeux écologiques, tu seras super fier d'aller dans le bon sens. Enfin bref, il y a plein de choses dans chaque alternative. Finalement, comment est-ce qu'on embarque les gens? C'est en donnant envie. Nous, on carbure au bonheur, en fait. Notre cerveau, il carbure au bonheur. Donc, dès lors qu'on présente quelque chose comme un effort, c'est sûr que personne ne va y aller. Et on n'a pas le temps d'expliquer, de passer une demi-journée avec 8 milliards de personnes pour qu'ils comprennent le problème et qu'ensuite, ils veuillent bien changer parce qu'ils ont compris le problème. Va falloir que, sans même avoir compris le problème, plein de gens changent quand même. Et pour ça, je sais pas, par exemple, comment est-ce qu'on mange moins de viande? On me propose des alternatives végétariennes super bonnes. Il y a plein de gens qui n'ont pas du tout envie de réduire la viande, qui vont manger des trucs végés parce que ça a l'air super bon. Je l'ai vu dans plein de cantines. Il y avait des grillades, tout le monde prenait des grillades parce qu'il n'y avait que ça. Dès lors qu'il y a eu un stand de bouffe végé super bonne, fallait vraiment être les premiers à la cantine pour avoir le végé, quoi. Et c'est pas que des gens qui voulaient diminuer la viande. C'est juste parce que ça avait l'air super bon. Voilà. Ouais. En fait, comment est-ce qu'on montre à tout le monde que l'alternative, en fait, on a tout intérêt à y aller, déjà pour éviter le désastre écologique, mais aussi parce qu'on a tout à y gagner. Parce que c'est joyeux. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que la notion d'effort, de renoncement, de fin de l'abondance, dixit Monsieur le Président, c'est un cadrage du récit. En fait, ça apparaît comme un effort, ça apparaît comme un renoncement, ça apparaît comme la fin de l'abondance dans le même récit dans lequel on est. Donc on continue sur le même récit, et effectivement, on demande de freiner ou de faire moins. Et là, il y a renoncement. Et là, c'est dur. Oui, on nous ouvre pas un autre cadre. Alors que l'homme, nous, hommes et femmes, on est capable, quand on nous met sur un autre récit, dans une autre voie, en nous montrant que en fait, c'est super de faire ça, ou c'est génial d'avoir des alternatives. Et là, tout simplement, on va être hyper adaptable et on va se fondre là-dedans. Et du coup, ce qui apparaissait comme un renoncement dans un cadre donné, ce qu'on appelle le cadrage du langage ou le cadrage narratif, apparaît comme une évidence dans le nouveau récit. Et c'est, à mon avis, comme ça qu'il faut s'en sortir. C'est-à-dire que si on commence à essayer de raconter aux gens que non, le renoncement doit être positif, on va quand même sortir les pagaies. C'est-à-dire qu'on va quand même mettre un certain temps à remonter le courant, versus on transpose le récit, et là, on repart sur quelque chose qui, effectivement, peut être un peu plus enthousiasmant. J'ai une petite liste de courses à faire juste avant de partir. Il nous reste 1 minute. Donc, vous l'avez compris, il me faut un mot qui commence par « re » et puis une action concrète. Qu'est-ce qu'on fait juste après? Dans 1 heure ou de demain matin? Oui, ça, c'était pas prévu, mais je le rajoute. Ah, la vache. Qu'est-ce qu'on peut... Non, mais bon... non, mais si, on va trouver. Allez, un petit mot heureux d'abord. Aline, un petit mot heureux. Mon mot heureux, c'était réinventer. Réinventer. Voilà, réinventer. Et qu'est-ce qu'on fait? Réinventer. Oui, vous voulez que je développe réinventer, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, mais je peux vous donner d'abord les mots et ensuite les actions. On dit les mots et puis après les actions. Ok, les actions, réinventer. Élise, un mot heureux. Moi, j'avais trouvé ressac pour éviter d'autres mots en re qui étaient... Et non, mais j'aimais beaucoup l'idée de l'impermanence et des mouvements des vagues. Adrien, un mot heureux. Résonance. Et Paul? Moi, je pourrais tenter de dire réemploi, mais du coup, je vais dire réduire. Réduire. Alors maintenant, une petite action concrète. On repart avec un truc, mais très, très court. Paul? Ouais, super expérience que tout le monde peut faire chez soi. Je vous invite du coup à rentrer chez vous, à compter le nombre de vêtements que vous avez déjà. Non mais c'est vrai, parce qu'on sous-estime tous collectivement et individuellement le nombre de vêtements que l'on possède, et ensuite de faire le tri entre ceux que vous portez vraiment et ceux que vous ne portez pas. Et puis en fait, et sachant que vous êtes a priori tous sensibilisés aux enjeux dont on discute aujourd'hui, imaginez ce que ça donne à l'échelle de la France et puis du monde. C'est une super expérience, pas de penser, mais en fait dans les faits, de regarder ce qui se passe. Une expérience, on l'a tous noté, une petite expérience Moi, aussi. Moi, c'est aller voir sur les marques un peu précurseurs, 1083, Patagonia, Loom, tout ce qu'elles ne savent pas faire. En fait, ça ouvre les yeux sur la complexité du secteur, de la chaîne de valeur, et ça permet de prendre conscience d'un certain nombre de choses à réinventer. Élise, on n'est pas obligé. Si, non, moi j'aurais tendance à dire qu'il faut lire Timothy Morton. Il faut lire Timothy Morton. Okay. Et Aline? Ce serait une pensée. Ce serait avoir l'humilité de douter de ce que vous connaissez déjà. Merci beaucoup.
Merci d'avoir joué le jeu. Je vous raccompagne, c'est une façon de parler, parce que je ne vous raccompagne pas jusqu'au bout. Voilà. Merci. Alors maintenant, nous allons, on peut pas terminer cette session d'échange, on ne peut pas terminer cette journée comme ça, et surtout sans avoir une petite conversation avec un acteur qui a pris de plus en plus de place dans le paysage. Je veux évidemment parler de Vinted, et ce n'est pas moi qui vais mener cette discussion, parce qu'elle se fera surtout en anglais, et ce sera donc Roxane Bayoko que j'appelle sur scène. Roxane, je te laisse la scène. Tu vas être en visio, du coup, avec Marianne Giebels, ton invitée. Tout à fait, qui doit nous rejoindre car elle est aux Pays-Bas. Hi Marianne. Bonjour Roxane, comment allez-vous? Can you hear me okay? Everything is fine? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends maintenant, oui. Marianne a été invitée à rejoindre Vinted comme directeur de durabilité. Elle vient de commencer à travailler chez Vinted. Quand on a commencé à discuter, la première question que j'avais à lui poser, c'est comment est-ce que Vinted a réussi dans le domaine de la deuxième. Avant, les gens qui avaient l'habitude d'acheter des vêtements d'occasion le faisaient pour des raisons de nécessité et maintenant c'est un plaisir. Donc même si vous n'avez pas besoin d'acheter du deuxième main, il y a des gens qui le font parce qu'ils aiment ça. C'est comme un jeu, ils parcourent Vinted comme on le fait sur Instagram. Donc comment est-ce que Vinted a réussi ceci, de rendre en fait la seconde main quelque chose d'attrayant et de sexy? Eh bien, j'aimerais pouvoir dire que oui, on a réussi à rendre tout le deuxième main sexy. Mais en tout cas, on a fait un effort pour rendre les choses plus faciles. La deuxième main, c'est pas une tendance, c'est un changement général qui a commencé il y a plusieurs années. Nous ne sommes pas à l'origine du grand boom, mais on a toujours essayé de faciliter cette deuxième main, rendre les champs, rendre cela abordable et faire de cela une façon de pouvoir accéder à la mode. Alors, notre objectif est surtout de rendre la deuxième main aussi facile à utiliser, à acheter, à trouver que les nouveaux vêtements. Et ceci permet de faire que pour beaucoup, Vinted est le premier choix. Ce qu'on a vu avec le temps, c'est que tout au début, eh bien, on s'adressait aux 18-24 ans, ceux qui sont très conscients, qui voulaient acheter de façon plus durable. Et petit à petit, notre public passe du 25 ans à 40 ans. Donc, la deuxième main est devenue une alternative à l'achat du neuf. Et je crois que ceci est dû à deux choses. Tout d'abord, je crois que c'est une question de génération. Nous sommes plus conscients des choix qu'on veut faire lors d'achat de produits de la mode. Et deuxième chose, et je crois que c'est le secret de Vinted, eh bien, la facilité d'emploi, en fait, ça a beaucoup joué. C'est donc des produits facilement accessibles. Et ça marche. Il y a eu une étude faite par le Boston Consulting Group qui dit que 7 personnes sur 10 achètent des vêtements de seconde main et que Vinted est la deuxième plateforme e-commerce la deuxième préférée des Français. Donc, un développement incroyable en très peu de temps. Et je me demandais quelle était l'histoire de la deuxième main. Parce que la Vinted, ça vient de Lituanie.
ce n'est pas français. Maintenant, ça s'est développé dans beaucoup de pays européens. Mais en fait, j'imagine que chaque pays a des liens spéciaux avec la deuxième main. Et par exemple, en France, en Italie, on a aussi des relations spéciales avec la seconde main et avec la mode. Est-ce que vous avez pu mesurer un petit peu le comportement des différents pays en matière de deuxième main? Est-ce qu'il y a de grandes différences entre les pays? Et comment développez-vous votre marché dans les différents pays? Eh bien, oui, la France est un marché super mature pour nous. Vinted a 65 000 utilisateurs et 65 millions d'utilisateurs et 22 viennent de la France. Donc c'est un pays tourné vers la mode qui est habitué à la deuxième main, à la position de la deuxième main, avec l'origine de Vinted qui a vu tous ces beaux produits que vous aimez acheter. Je crois que c'était en fait facile pour les Français de s'adapter à cela, à trouver ces beaux produits de mode. Aussi, les Français sont très familiers avec le e-commerce, donc on n'a pas eu besoin non plus expliquer au marché comment utiliser une app. Il suffit de leur donner l'option deuxième main. On a vu aussi une adoption au fait, nous avons vu aussi ce qui leur plaisait, c'est qu'il n'y avait pas de commission pour le vendeur. Alors, quand on a augmenté notre catalogue, on a aussi attiré plus d'acheteurs. Il y a un cercle vertueux. Donc, on a créé plus d'offres, on a montré aux gens qu'on pouvait leur offrir ce qu'ils cherchaient, donc on a attiré plus d'acheteurs. Les acheteurs ensuite ont parlé de nous et le marché s'est accéléré et la France est devenue notre marché principal. Alors, différence avec les autres marchés, pas tellement, mais le marché français ne se comporte pas différemment, c'est la rapidité de l'adoption qui était peut-être plus grande en France. Et on peut dire qu'en France, 74 des Français ont acheté une deuxième main en un an, par exemple, alors qu'en Allemagne, c'est seulement 66 Donc, c'est un changement dans le modèle de consommation. Vous avez envoyé un nouveau message aux consommateurs. Vous avez travaillé sur cet aspect. Est-ce que Vinted a travaillé là-dessus, un nouveau message? Et si oui, quel serait ce message? Ce que Vinted essaye de montrer, c'est que la deuxième main, c'est vraiment une alternative par rapport à un nouveau produit et que chacun a dans son placard un produit qui pourrait en fait avoir une deuxième vie. Nous savons tous aujourd'hui comment se comporte avec la mode. Quelquefois, on achète quelque chose, on le porte 2-3 fois, on ne se sent pas confortable ou le produit ne va plus. Il y a toujours beaucoup de raisons pour lesquelles les objets restent dans le placard. Vinted essaye de montrer qu'il y a de la valeur dans ces objets et qu'il y a justement d'autres gens qui cherchent ce vêtement. Donc, il faut faire ce lien. Ce lien et pour que les vendeurs puissent proposer ces produits à des acheteurs. Et notre message, c'est vous n'avez pas besoin de chercher un habit neuf en premier. Non, allez tout de suite vers la deuxième main parce que vous trouverez ce que vous cherchez. Et en fait, l'opportunité de trouver ce que vous cherchez sur Vinted est de plus en plus grande chaque jour. En fait, ça devient tellement un succès, un tel succès, eh bien, on voit une espèce de
boulimie de consommation. C'est devenu tellement facile d'acheter sur Vinted qu'on voit des gens qui, en 5 minutes, ils peuvent acheter 10 habits et ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont payé pour ces 10 habits. Donc, est-ce que vous pensez que Vinted a une responsabilité sociale et en aura une et que Vinted pourrait éduquer le consommateur, l'encourager à repenser sa façon de consommer? Parce qu'en fin de compte, oui, on achète de la deuxième main, c'est une première étape, mais vous achetez quand même beaucoup de vêtements et on ne réduit pas forcément sa consommation parce qu'on achète du deuxième main et c'est assez bon marché. Donc on est toujours dans cette logique de consommer beaucoup de produits. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez travailler? Comment est-ce que Vinted pourrait aider à éduquer, par exemple, ce consommateur? Je pense que vous avez bien dit les choses. En fait, cela change ça change les comportements de consommateurs. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain. On est là sur la durée. Ce qu'on essaye de montrer, c'est que lorsque les gens achètent mieux, eh bien, il faut d'abord acheter les vêtements de deuxième main. On veut arrêter la surproduction en essayant de maximiser la durée de vie de ceux qui existent déjà. Donc, si vous avez quelque chose qui est dans votre placard que vous ne portez pas, quelqu'un d'autre peut l'acheter et ensuite on peut éviter de la production. Deuxièmement, en démontrant les opportunités offertes par Vinted pour vendre vos produits, vous pouvez montrer que vous allez acheter mieux en ayant des belles choses dans le placard. Donc, ce n'est pas qu'une question d'acheter deuxième main en premier choix, mais c'est changer aussi l'attitude vis-à-vis de vos achats. Acheter des vêtements qui sont de plus haut de gamme et que vous pourriez revendre après. Ce qu'on essaye de démontrer, c'est qu'en incluant le plus de personnes possible dans cette approche d'acheter de deuxième main, cela peut aider à les rendre conscients de mieux acheter. Lorsque vous achetez mieux, vous pouvez avoir un vêtement de qualité avec une plus longue durée de vie. On essaie en fait de développer un modèle, si vous voulez. Même s'il est difficile pour Vinted, en tant que plateforme dans l'industrie de la mode, puisse réellement changer complètement notre comportement vis-à-vis de l'achat et nos attitudes, mais on peut changer les attitudes en disant on regarde d'abord l'offre de deuxième main et donc comprendre qu'un vêtement de grande qualité a une plus longue durée de vie. Donc, on peut déjà sensibiliser par rapport à cela et en partie prévenir la surproduction. Est-ce que c'est sensé ce que je dis? Oui, bien sûr, et cela est un lien naturel vers ma dernière question. Vous avez parlé de sensibilisation, la première étape dans l'objectif de durabilité. Comme vous l'avez juste démarré avec Vinted et vous avez énormément de défis à relever. Pour vous, quels sont les défis principaux dans cette question de durabilité et comment, dans l'avenir, qu'est-ce que vous voulez partager avec nous? Parce que, en fait, j'ai une question pour les derniers orateurs par rapport à cela. Je pense que, en ce qui concerne l'objectif à long terme, c'est ce que vous venez de dire. Mon défi consiste à comment changer les modèles de consommation, comment faire en sorte que la mode ancienne soit acceptée et comment changer les attitudes vis-à-vis de la mode. Regardez ce qu'on achète, combien on achète. Est-ce qu'on achète en premier lieu les produits de deuxième main? Donc, changer la valeur de nos vêtements, en acheter de meilleure qualité qui dureront plus longtemps. Et c'est quelque chose qu'on doit essayer de faire comprendre à nos acheteurs. On essaye
d'influencer un peu les personnes dans l'achat. C'est pas quelque chose qui changera du jour au lendemain, mais on essaye de travailler vers ce changement de comportement. À plus court terme, vous voyez que lorsque vous achetez sur Vinted, vous allez en fait avoir un impact en fait en ce qui concerne la question de l'expédition déjà. Ça, c'est une question. Oui, oui, on reçoit les vêtements à la maison, on les prend dans un dépôt quelque part, mais si on est en ville, si on vit à la campagne, il va falloir venir. Il faut savoir que les points Vinted où vous pouvez acheter, récupérer un achat Vinted, les points relais, en fait, ont 42% d'impact en moins que la livraison à domicile. Parce qu'il y a des itinéraires vers les relais, les points relais pour récupérer un colis, tandis que lorsqu'on fait des dépôts à la maison, c'est autre chose. Donc aujourd'hui, on essaye en fait de développer le nombre de points de relais afin d'augmenter le nombre de colis pris dans des points relais, ce qui aura un impact direct. Vous savez, on vend en direct de vendeur à acheteur, donc on minimise certains éléments et on essaye vraiment d'optimiser en fait les livraisons à point de relais. Donc, à long terme, on veut changer les comportements des consommateurs et le modèle de consommation. Donc, on commence au niveau du terrain et à long terme, en fait, essayer de changer les mentalités. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marianne, pour votre temps. Peut-être qu'on pourrait prendre une ou deux questions du chat, s'il nous reste une minute ou deux. Est-ce qu'il y a des questions au niveau du chat? Il n'y a pas de questions au niveau du chat. Y a-t-il des questions dans la salle? Non? Alors, dans ce cas-là, merci beaucoup, Marianne. Avec Maud. Bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Roxane et merci à ton invité. Il est temps de conclure. Il nous reste juste 4-5 minutes. Pour cela, j'appelle Maud Hardy à me rejoindre sur cette scène, sous vos applaudissements bien sûr. Oui. Merci à tous. J'ai la chance de pouvoir conclure cette belle journée, donc j'ai pris des notes. D'abord, est-ce que tout va bien? Est-ce que vous allez tous bien ici, dans la salle? Oh là là, c'est assez mou. Allez, est-ce que vous allez tous bien dans la salle? Super. Et à distance, est-ce que vous allez tous bien? Ah oui, je les entends. Ouais, super, impeccable. Alors, c'est la fin de cette deuxième édition du Refashion Day. J'ai oublié de vous dire en intro ce matin qu'elle avait été labellisée Circular Week par la Commission européenne et qu'elle clôture la Refashion Week et la campagne #4R. Petit coucou à Marion, ici devant moi. Alors, nous espérons que vous avez aimé les interventions et les échanges qui ont jalonné cette journée sur les 3 phases du cycle de vie du produit, la production, la consommation et la régénération. Super, ça suit. Alors, en ce qui me concerne, moi, j'aimerais retenir 3 enseignements clés que j'aimerais partager avec vous. La transformation, c'est un travail collectif. La coopération et la co-construction sont à développer sans limite. Premier enseignement. Deuxième enseignement, la contrainte favorise la créativité. Donc ça, à nous de trouver comment, mais il faut travailler. Et troisième point, pour finir, j'aimerais redire le mot qui a été dit par Éric Berger ce matin du Shift Project, c'est « le bonheur est dans l'action ». Ça, j'ai trouvé ça assez beau et ça nous caractérise bien chez Refashion. Nous, on est animés par l'action, ça nous anime depuis plusieurs mois. Est-ce que vous avez tous vu que la secrétaire d'État à l'écologie, Bérangère Couillard, a lancé il y a quelques jours une grande consultation sur la filière textile, sur le futur de la REP textile. Je fais un petit coucou là dans la salle, je vois qu'il y en a certains qui sourient. Donc cette consultation sur le nouveau projet de cahier des charges de la filière, cette consultation elle va être ouverte jusqu'au 26 octobre. Je vous invite à contribuer, je vous invite à faire parler vos équipes, vos structures sur l'avenir de cette filière. Comment est-ce que vous voulez que cette filière se transforme pour aller vers plus de circularité? La France a été précurseur, il y a maintenant 14 ans,
quand elle a adopté la REP textile. Elle est maintenant suivie par plein d'autres pays, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, la Suède, l'Espagne. Mais on reste un pays de référence et on a besoin de cette harmonisation européenne. Donc tous ensemble, construisons le futur de la REP textile en Europe. Je compte sur vous. En tout cas, nous, on est là, on est motivés par cette action et on espère vous entendre dans les semaines à venir. Alors, je dois conclure par mon mot en re. Oh bah, c'était ma question. Ah bah pardon, zut, je te vole ta réplique. Pardonnez-moi, j'aimerais bien avoir votre mot en re. Vous ne Alors, l'avez pas donné ce matin. Absolument, merci Éloi de cette question. Alors, mon mot en re, moi je vais choisir un mot qui m'a été soufflé par une personne de l'équipe. Je vais choisir le mot réunir. Alors c'est réunir ou réunir, parce qu'en fait c'est un peu notre rôle chez Refashion. On est là pour réunir toutes les parties prenantes, pour engager la transformation de cette filière. Donc si le nuage de mots on peut l'afficher peut-être, on va faire le point sur les mots en re, effectivement. Voilà, alors là on va rajouter réunir. Ouais, c'est super, il y a plein de mots. Il y a recycler, il y a réduire évidemment, il y a réemploi, réutilisation, réinventer. Donc c'était une très belle journée. Je voulais en profiter pour remercier toute l'équipe Refashion. Merci à tout le monde. Ça fait des mois et des mois que vous travaillez sur cet événement. Grâce à vous, cet événement a eu lieu. Bravo, bravo à toutes. Et je vous dis rendez-vous l'année prochaine. Même lieu peut-être, en tout cas quelque part, pour la 3e édition du Refashion Day. D'ici là, engagez-vous, transformons ensemble cette belle filière. À très bientôt et merci à tous. Merci Maude. Et un petit mot pour vous qui nous suivez en ligne. Vous avez un petit onglet, vous avez quelque part sur la page, vous pouvez donner votre avis, vous pouvez donner le feedback nécessaire à tout événement. On ne doit pas quitter un événement sans dire qu'on a adoré son animation, par exemple, ça me paraît évident. Merci Éloi. À très bientôt et le replay, vous le retrouverez bientôt. À bientôt, merci. Merci.